Yeeha! Et Tizak, il faut que tu ailles me chercher le tot là. Il est en train de partir, ramène-le pour qu'il puisse nous donner un petit peu d'argent. Exactement. Et les gars, les cowboys, on vient par ici s'il vous plaît, on me ramène. Ah, il y a Chavon qui est en train de partir au loin là dans la prairie. Mange de l'herbe encore. Ok les gars, on me ramène Chavon, on me ramène Todd, Carotte et le petit Stéphane aussi, le petit dernier. Voilà, on les ramène tous, on fait un joli troupeau pour gagner un petit peu d'argent. Ouais, il y a le pouillou là, tu l'as oublié, merde. Ah mince, il était caché derrière. Non mais je veux dire, si t'oublies nos tipeurs après, on passe pour quoi? On passe pour quoi? Voilà. Hein? Bon bah merci à eux quoi. Merci à eux. La Voix des Bulles présente la splash page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentaire ventrale. Bonsoir à tous. Et oui, merci. Oui, on va garer quand même les chevaux. Hein. On va être quand même un petit peu tranquille. Ah, on est bien, on est très nombreux ce soir autour de cette table. Alors, bien évidemment, avec donc Thio, votre serviteur, il y a donc le dictateur. Tu commences par toi. Ah ben exactement, c'est mon émission. Et El Dictator, est là quand même. Tu as bonne école. À la sono, aujourd'hui on a 5 micros. Merci El Dictator. Oui, j'ai fait des efforts pour vous. Merci aussi à Tizak qui nous a fait un formidable Jolly Jumper. Merci. Oui, bonsoir. Notre archiviste est toujours présent ce soir. Bonsoir à tous. Et nous avons... Quelle voix sensuelle, Jérôme. Salut. Je m'entraîne tous les soirs. Tu peux arrêter de remuer la queue, s'il te plaît? Jolly Jumper, calme. Okay. Et nous avons donc deux invités exceptionnels ce soir. On va commencer par les dames. Je suis désolé. Voilà. Donc, Evelyne, qui est notre première. Tu as le droit d'accorder. Du club. La première personne qui a adhéré à l'association La Voix des Bulles. Et je tiens à souligner que c'est de son propre chef. Hein. On laisse pas n'importe qui adhérer à l'asso. C'est vrai, mais ça a été la première et la seule. Elle a la carte 0001. Faudrait la faire, genre. Je pense qu'on peut lever des zéros au début. C'est pas la peine pour l'instant. Mais quand on sera riche. Enfin, on se fait avoir. Excusez-moi, on peut quand même. Bonjour. Les numéros des émissions au début, je mettais que 15 0. Et Pierrick, t'as encore parlé. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Et nous recevons aussi donc Thierry Lamy. Salut tout le monde. Bonsoir Thierry. Salut. Bonsoir Thierry. On est des Thierry. On est deux Thierry ce soir, c'est trop bien. Je crois qu'il faut tout de suite arrêter cette émission. émission. C'est comme taper Google dans Google, on est dans la merde. Ouais, ça va être compliqué. Alors donc ce soir, nous allons avoir des formidables chroniques, une préparation de ouf, un travail de spécialiste, de professionnel. Un travail de qualité. Voilà. Exactement. Depuis le temps qu'on l'attendait. Exactement. Alors donc je vais commencer, je commencerai par un petit travail sur le scénariste. Forcément. Ça commence par toi aussi? Oui. Ah oui, c'est toi et toi. C'est moi et moi. Me, myself and I. Tu sais, on a un invité quand même. Oui, mais justement, je travaille sur moi, le scénariste, tu vois. Et j'arrive à Thierry Lamy. Je vais présenter. C'est quelle finesse. Donc là, c'est moi, c'est pas toi. Hein. Non, c'est moi. C'est moi. C'est pas toi. Oui, d'accord, ok. Ensuite, donc, notre cher ami Pied nous fera une petite chronique sur comment lire de la bande dessinée et y accéder. Une sorte de parcours du combattant, un peu à la Tomb Raider. Quand on est fauché, surtout. Ok, tu vas en... Certains combats. L'archiviste nous fera une petite chronique sur pourquoi aime-t-on la bande dessinée, c'est ça? Non, pourquoi lit-on de la bande dessinée et est-ce que c'est une lecture de feignasse? Un peu quand même. Ah, dis donc, là, ça commence fort, là. Moi, je sens que moi, j'aurais que je savais que t'étais là ce soir. Je sens que ça fait un peu le titre putaclic. Il va y avoir des morts. Est-ce que c'est pas un travail pour les feignasses? Ok, Marco, vas-y. C'est une bonne question, Thierry. Je te remercie de l'avoir posée. Mais je m'en félicite, Thierry. Voilà, je répondrai à cette question un jour. Ok, alors on va commencer tout de suite avec notre première chronique. Et moi, j'ai pas de HS, merci. Mais c'est un HS, c'est un HS, c'est totalement hors sujet, c'est pas dans le mais je vais y programme. aller, vous savez pas, je vais pas faire la chronique ce soir, je la garde pour la prochaine, et puis je vais vous casser les couilles pendant les vôtres. Allez, c'est parti. Voilà, donc, on aura en dernière rubrique, à la fin, la crème de la crème, le meilleur. Et après le générique. The top of the top. Le HS de Tizak, qui va nous parler de la forme de l'eau. The shape of water. Alors là, je te préviens, t'as pas intérêt à me spoiler. Parce qu'il a pas vu le film. Je l'ai pas vu. De même. Alors si tu veux te retrouver avec un micro steampunk en travers de la gorge, t'as intérêt à faire Tant que c'est dans la gorge, ça va. Ça va. Eh ben, tu sais, comme tu vois, il y aura 2 micros, il va bien falloir qu'on trouve des orifices à un moment. J'ai des oreilles. Et oui, alors donc voilà, comment rencontre-t-on un scénariste? Alors, on l'appelle. Hein. Oui, ça peut se faire comme ça. Allez, chronique suivante, merci.
Je t'aime, Tizak, c'est toujours un plaisir. Et, je vous ai dit, je vais vous pourrir vos chroniques. Il y a des sites de rencontres pour Attends, scénaristes. je le coupe tout de suite. une sorte de Tinder où tu Ouais, voilà. C'est-à-dire, tu as une application, je cherche un scénariste et ça marche bien. Adopte un scénariste. adoptes ça. Oui, voilà aussi. J'adopte mon scénariste.com. Il y a des scénaristes qui pourraient faire j'adopte un scénar.com voilà, aussi. Hein. je veux dire, ouais, c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Non, mais donc, on t'a foutu ta chronique en l'air. Là. Non, mais c'est pas grave. Tu vois, regarde, c'est un peu comme un scénario jeu de rôle. J'ai fait la première ligne, un scénariste pour interrogateur. On est capable de faire 3 heures sur 3 mots. Hein. Ça, c'est vrai, ça c'est déjà vu. Oui, c'est vécu, c'est du vécu. Ouais, c'est... Donc, comment rencontre-t-on un scénariste? Eh bien, je vais parler de mon expérience totalement personnelle. Du coup, là, vous ne pourrez pas en parler parce que c'est que la mienne, à moi, que j'ai dans mon émission. Ok. Ah oui, Eh oui. mais toujours. dans le salarié, encore une fois. Voilà, donc on débarque. Comment ça se passe? On débarque tranquillement sur un salon du livre et là, en fait, on croise un gars avec un verre de vin. casque d'aviateur et des lunettes d'aviation sur la tête. Putain, il y a des gars qui se battent comme ça encore de nos jours. Exactement. Et, Ça, et là, c'est tu te incroyable. poses une question. Tu te dis, attends, mais je suis à un Oui. salon du Oui. livre sérieux ou je suis à un festival de cosplay steampunk, quoi. Ouais. Bon. Dans le même salon du livre, il y avait un scénariste juste à côté qui avait quand même une cagoule en forme de tête de souris. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah, je l'ai pas vu celui-là, mais Il sortait du salon de l'érotisme non, c'était le SM. C'était Ouais, je te Thomas dis, Bianco c'est- pour Jasmine. Oui, Nos effectivement. amitiés à Thomas. Bonsoir Thomas. Thomas Latex Le gars m'intrigue un petit peu quand même. Alors du coup, je vais le voir et là, il essaie de me vendre. Dessine-moi un mouton. Il essaye de me vendre un peu sa cam quand même. En plus, il me menace avec un pistolet en plastique. Bon, j'essaie de. C'était un Luger. C'était un Luger, Luger. une réplique de Luger. Je le dis bien avec l'accent. Ok. Donc bon, moi j'essaie de communiquer avec lui et comme le disait Chateaubriand, tout arrive par les Je idées. suis né à Châteaubriand. Bravo. C'est vrai, je suis né à Châteaubriand. Et je pense que c'est parce que je le savais que j'ai sorti Non. cette... Eh oui. Et en fait, tu lui as niqué sa vanne. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, ce soir on était professionnels. Combien de temps ça va durer l'émission? Oh ben là, à cette vitesse, à un mot minute, on n'est pas Non, sorti parce quand que même. ce hein. soir je dois rentrer, là j'ai un truc à faire, là c'est pour ça. Donc tout arrive par les idées, elles produisent des faits qui ne leur servent que d'enveloppe. Et oui. Et donc bien évidemment, cet homme-là on oublie finalement l'enveloppe et ce qui était important c'était les idées. Et grâce à lui, j'ai pu un petit peu voyager des contrées on va dire les plus sombres aux cieux les plus lumineux. Il m'a fait découvrir le Hell West, un monde brutal et sombre quand En même. noir et blanc. Aussi, du coup. Oui. C'était pour ça que c'était sombre? Oui, c'est parce que je suis daltonien et je préfère le noir et blanc. Ah ok. Après il m'a fait découvrir donc Thrilling, une sorte de monde très très sombre. Là j'ai pas fini d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Voilà, bon. Je te raconterai la fin, je t'ai dit. Ok, je te remercie. Dans le C'est Promise, moche, ça. je me suis baladé sur un prédicateur, un petit peu toujours... Tu à étais la- sur son dos? Oui, Oui. j'étais avec le chien en fait. Oui, ah J'étais une Il puce. était dans l'estomac du chien. Oui, aussi. Ouais. Ça pourrait, ça pourrait. Ça pourrait. Et aussi donc dans les Faucheurs du Vent où là donc je suis monté dans les cieux et c'était beau. Voilà, donc cet homme a cette faculté rare de pouvoir nous faire voyager un petit peu partout et du coup c'est pour ça que j'ai compris ensuite pourquoi le bonnet d'aviateur, parce qu'en fait c'était une invitation au voyage. Ouais, c'était surtout raccord avec Faucheur de Vent, quoi. Basiquement, hein. Oui, mais sauf qu'en fait je crois que la première fois que je t'ai croisé tu l'avais déjà et tu avais pas Non, encore fait non, Faucheur du non, Vent. c'était plutôt en steampunk la première fois. J'étais en chapeau de forme. Voilà. Je confirme. C'était pas la Ok. même chose. Evelyne confirme, tout le monde confirme. Il Tout est le mal à monde l'aise, hein. Non, Oui, il y a pas oui, du oui. tout. Ah, je le sens transpirant, là, tu vois. En fait, il a une Oui. photo, il a une photo de toi dans ce portefeuille et il avait commencé à s'imaginer des trucs, tu Oui, vois, tout voilà, ça. Et donc oui, là, oui, on vient de lui c'est- briser oui. ses histoires. Ah oui, complètement, oui. Ah, mais ça c'est le problème de Tinder, hein. C'était la photo de profil de Tinder, elle est C'est- pas... Voilà. Et oui, tu vois, oui. Et Donc voilà. Avant le rendez-vous Le et pendant prochain le rendez-vous. festival, il vient en Zatana. Oula. Il y a quoi? Ok. il, Bon. viendra en marin et il va nous expliquer pourquoi. Avec les pompons. Exactement. Avec les pompons. Oui. Touchez-moi mon Tu veux, pompon. Oui, oh, ça va. Jérôme, je m'attendais pas à ça de toi quand même. Non mais je t'en prie, enfin... Venons-nous parle-nous de ton venons-nous album, d'accord. plutôt. mais- Non, mais pas maintenant, tout de suite, si, maintenant. Non. Bah si, vas-y, parle-nous Non, un peu de mais, toi. Oui, bah, qu'est-ce que tu voulais que je vous dise de moi, à part que je suis bien... Alors, j'ai bien mangé ce soir. On Est-ce a que mangé- tu aimes les pâtes Ils nous ont... Alors, il y avait 2 garçons qui nous ont fait des pâtes à la carbonara, c'était très bon. On était nus sous nos tabliers. Ouais, On sentait bon. On était nus sous nos vêtements surtout. Voilà, c'était très bien. Et, Loin de mon œil. et voilà. Et donc, qu'est-ce que tu veux savoir de moi?
Est-ce que ça t'a plu? Disons, Dis-moi, vas-y. disons que j'ai déjà parlé, on va dire, de ce qui était, de ce que tu as déjà fait. Donc, El West, qui est paru chez Sandoway, de Skrelling. Alors là, par contre, du coup, les noms d'éditeurs, je crois que c'est Kileos. Ankama. Ankama. Alors, J'avais- tu confonds avec Bloc 109, c'est pour ça. Ouais. Ah, mais j'étais fan aussi, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Désolé. Non, mais c'est pas Promise. grave, c'est pardonné. Oui. Donc, Glénat. Glénat. Et Faucheur Durand, qui est aussi chez Glénat. Glénat. Voilà. Et donc Et donc là, du coup, dans l'actualité, tu nous proposes Alors, quoi? l'actualité. Donc, T'es pas très fidèle à tes éditeurs en tout cas. Hein. Donc, il va chez l'inverse. qui paye et chez qui le veut. B, tu sais, tu présentes un projet et puis voilà, et puis ils te disent ah, c'est trop bien et puis voilà, tout bêtement. Mais donc mon actualité, alors Faucheur de vent numéro 2 qui va paraître là incessamment sous peu, et donc le prochain bouquin chez Glénat qui se passe dans le milieu de la Marine nationale. Qui, on va dire, une série d'aventures à la Tanguy et la Verdure dans le milieu de la Marine nationale, donc. Et des loopings en porte-avions. Et quoi Des loopings en porte-avions. aussi. Et donc, qui raconte les péripéties d'une, ce qu'on appelle une reporter d'image, pour le CIRPA, je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous dit quelque chose, et qui fait équipe avec un ancien commando marine, et il leur arrive des aventures. Ça se passe, le premier cycle se passe à bord du Charles de Gaulle, donc du porte-avions Charles de Gaulle, et ça se passe dans le golfe Persique pendant les opérations qui ont lieu là-bas. Voilà. Et ça va paraître. Donc le dessinateur c'est Luc Brailly, chez Glénat toujours, et ça va paraître tout bientôt là. D'accord. Et du coup, pour travailler pour ton scénario, tu as pu aller sur le Charles de Gaulle Oui. ou pas? Oh Voilà, la trop bien. vache, la chance. Ah, ouais. Ah oui, on est avec Luc, on est allé sur le porte-avions Charles de Gaulle pendant 2 jours. C'est une superbe expérience. Hein. Franchement, oui. C'est un partenariat qui se fait avec Oui, voilà, la qui se marine fait- sur le qui niveau se de la fait. BD, parce que je sais qu'il y a Voilà, beaucoup, c'est- plus en plus avec les musées. Est-ce que là, pareil, alors, c'est un Là, en fait, si vous voulez que je vous raconte un peu la petite histoire, c'est il y a Alain Popieul qui est commandant de réserve de la Marine nationale, qui est aussi dans le monde de l'édition, qui avait proposé à Jacques Glénat de faire justement une série d'aventures dans le milieu de la Marine nationale. Et donc, Glénat cherchait une équipe pour mettre en œuvre ces séries d'aventures. Donc, ils ont pensé à Luc Brailly. Et mon directeur éditorial a pensé à moi. Voilà, tout simplement. Et donc, effectivement, c'est un partenariat entre Glénat et la Marine nationale. Donc, quelque chose d'assez important. Donc là, en plus, ouais, c'est une visite de commande. On est venu te chercher pour faire cette BD. Oui. C'est des choses qui arrivent souvent en tant que scénariste. Oui, enfin, moi en tant que scénariste, c'est quelque chose que je revendique aussi. Hein, ce qu'on appelle des projets de commande. Enfin, et quand l'éditeur connaît ton travail, connaît tes compétences, connaît ton style d'écriture, là où tu excelles, eh ben il vient te chercher. Moi notamment, donc je suis plutôt fort en histoire. L'histoire avec un grand H, donc il connaissait mon style d'écriture, donc il savait que j'étais quand même fait pour ce genre de projet. Alors, faire une BD de commande, ça ne veut pas dire que c'est un truc mécanique, hein. L'important, c'est d'y mettre aussi sa part d'auteur. Et donc, dans ces nouvelles aventures, dans ces aventures qui se passent au sein de la Marine nationale, les personnages ont une part très importante, notamment avec leurs failles, leurs obstacles personnels, etc. Voilà, on peut avoir une... Et c'est comme chez Zéphyr, là, le combattant du rail, c'était pareil. C'est aussi un projet de commande, mais où, en tant qu'auteur, en tant que scénariste, tu essayes d'y mettre ce que toi, tu as envie de raconter, les personnages que tu aimes, quels sont leurs problématiques, etc. etc. Voilà. Et là, du coup, pour le tome 2, tu prévois un truc dans un sous-marin pour aller le visiter aussi ou... Ouais, j'aimerais bien. Et j'aimerais bien. Non, mais là pour l'instant, donc on a un premier diptyque qui se passe à bord du Charles de Gaulle. Et puis après, on verra. C'est encore trop tôt pour en T'avais une parler. anecdote rigolote sur le Charles de Gaulle. Ouais. Tu te rappelles plus? Non. Bah, merci, Jérôme. C'était très sympa de ta part. Non, parce que s'il y a des marins qui m'écoutent, je suis mort là. Hein. C'est ça. Non, je sais plus. Non, Peut-être mais oui. bon, après, t'as raconté que les anecdotes qui étaient racontables aussi. Oui. Tu racontais que t'arrêtais pas de demander sur le Ah Charles oui, de Gaulle. oui, non, parce que moi, enfin, en fait, on était au sein d'un groupe tout mélangé. Hein, donc il y avait, on était 2 auteurs de BD parmi d'autres personnes qui venaient
venaient des horizons différents. Et donc, ceux qui nous faisaient visiter le navire à chaque secteur, en fait, chaque chef de service nous faisait visiter tel secteur, l'hôpital de bord, le PC central, etc. Et moi, ma problématique, c'est quand même comment on va couler ce porte-avions, quoi. Et donc, toutes mes questions, parce que c'est quand même le truc, quoi. Pas le Et c'est couler. quoi le point faible? On va dire que c'est un peu comme ça. Merci Thierry. Merci Thierry. C'est un peu comme ça. Et donc, des fois, heureusement qu'il y avait notre accompagnateur, notre fameux Alain Popiol, qui était là aussi avec nous, qui à chaque fois disait « Non, mais vous inquiétez pas, en fait, ils font de la bande dessinée, et c'est pour ça. » Mais tu sentais que dans le regard, il y avait « Mais pourquoi il me pose ce genre de questions ?» Secret défense. Est-ce qu'il peut y avoir une intoxication alimentaire générale? Est-ce que, voilà... Vous avez un truc contre le gaz sarin? Et on est donc un peu, ouais, c'était un peu ça. Et c'est normal, ils sont très prudents. Ils peuvent pas. Mais tu sens à chaque fois que non, ça c'est pas possible. Bon, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. C'est normal. C'est normal. Ils vont pas. D'ailleurs, au niveau Oui. du scénario, ils ont un regard sur ce que tu fais. Ils ont un regard technique qui est, et franchement, je découvre un monde formidable parce que je suis en contact avec certains membres de la marine de beaucoup de secteurs, les secteurs les plus importants, et donc il y a un regard technique uniquement. Après, j'ai vraiment une grande liberté d'écriture. Franchement, j'ai vraiment une très grande liberté d'écriture. Alors des fois, je me dis, oh là là, je vais un peu trop loin. Et en fait, non. Et parce que ce qui est important, c'est aussi de décrire des hommes, des femmes qui font quand même un travail formidable. Moi, je l'ai découvert. Et c'est... alors là, blague à part, c'est quand même très impressionnant d'être à bord d'un navire où vous avez des minots, ils ont 20 ans, 21 ans, ils ont des responsabilités de fous. Voilà. Et ça, c'est respect, quoi. C'est respect. Et donc, l'important, c'est aussi de ne pas trahir cet esprit qu'il y a. Militarisme ou antimilitarisme mis à part. C'est vraiment, il y a un esprit particulier des gens de mer, et ça, c'est quelque chose de vraiment formidable. Juste Comment tu es monté sur le Charles de Gaulle? Il était déjà en mer ou il était à quai? Alors, il était à quai d'abord, puis après on est parti en mer. Non, en fait, Mathieu voulait savoir si tu avais été élytreuillé. Non, s'il avait fait un appontage, quoi. Non, on l'a vu, non, bien sûr que ça. Bien sûr, ils ont pris un petit rafale marine. Allez, Voilà. grimpe à l'arrière, je te chale. Et par contre, avec toutes les questions que j'ai posées, ils m'ont jeté à la mer, quoi, après. Ouais. Donc du coup, t'as pu tester les secours. Oui, voilà, c'est ça. Ce qu'ils appellent l'Oscar, c'est le mannequin qui jette à la mer pour les exercices de sauvetage. D'accord. Donc tu étais Oscar. Oui, je m'appelle Oscar. Ça me change de Thierry. Et non, mais ceci dit, c'était une expérience formidable, blague à part, hein, on rigole beaucoup, hein, pour les auditeurs, on rigole beaucoup, mais sérieusement, c'était vraiment une expérience hors du commun. On est resté 2 jours en mer, on a vu les rafales marines décoller, apponter, etc. On a vu toute cette organisation, parce que c'est une véritable ville, et voilà, et donc, pour faire mon scénario, donc je suis au contact, comme je disais, avec du personnel du personnel de la marine, qui me raconte des choses incroyables, voilà, que je peux pas non plus raconter comme ça. Mais on peut dire que si on s'abonne à ta page Facebook, on peut voir quelques planches. J'ai pas de page Facebook, j'ai un profil, pas de page. Ouais, bon, d'accord, ok. Ah non, mais Bon, attention, si on s'abonne Jérôme, à ton profil. on voit l'archiviste, hein. Petite question, justement. Juste, je précise. Donc, le dessinateur, c'est Luc Brailly, et qui fait un travail formidable au niveau de la mise en scène, du dessin, de la restitution de cet univers. Voilà. Donc, on peut voir sur mon profil Facebook. C'est précis, c'est pointu. Ah bah, attends, Thierry, tu me connais maintenant. Bah, ça veut dire que ça fait un petit moment que tu traînes avec les militaires. Eh oui. Forcément. Ouais, attention, t'es mal rasé. C'est ça. Moi, j'aurais pas pu monter. Sur ce bouquin, justement, tu as pris un personnage principal qui est une femme. Oui. On va être dans des thématiques féministes pour le Festival Oui. des Calanques et des Bulles. Oui. Je vais te demander un simple pourquoi. Est-ce que ça faisait partie de la commande? Est-ce que c'était un choix de ta part? Non, c'est un choix de ma part. Mais ça n'a rien de bien original, je veux dire. Fallait faire un contrepoint par rapport à la quantité de testostérone sur le. Non, sur mais le en Charles fait, de Gaulle, non, ou- mais en fait, la marine est un lieu qui est très en avance justement par rapport peut-être à beaucoup de milieux, et où il y a beaucoup de femmes avec des responsabilités à bord. Et en fait, effectivement, moi, ce qu'il me fallait, c'était un duo surtout.
et donc un duo homme-femme. Et bon, j'aime bien les héroïnes, donc ça me semblait presque naturel de mettre en scène une héroïne, tout simplement. Mais il n'y avait pas de commande particulière. T'as commencé à faire de la BD, si je regarde sur BD Gest, en 2004. Ouais. Ça faisait longtemps que tu essayais de faire de la BD ou... Ouais, presque en naissant, quoi. Ouais. Ouais, je me souviens, ouais. J'ai fait des bulles. C'est-à-dire qu'en gros, comment est-ce qu'on devient scénariste de BD ? Quelle a été la mort ? Est-ce que c'était une volonté tout de suite ? Est-ce que c'était un hasard, une coïncidence ? Est-ce que ça a été un deuxième choix ou un choix par défaut Oui, c'est ça. Oui, parce qu'artiste, c'est un deuxième choix. Artiste, c'est un choix par défaut désormais, je crois. Oui, un plan B. Tu vois. Plan B. Ouais, c'est plan le B. fameux plan B from Outer Space. Donc, en fait, pour répondre vraiment à ta question, je me souviens quasiment du moment où je voulais devenir auteur de BD. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais depuis l'âge de 6 ans, je sais que j'allais faire ça un jour. Voilà. Après, la vie fait que c'est pas toujours évident de y arriver, mais on garde toujours ça dans un coin de sa tête. Et puis, le jour où ça se concrétise, voilà, c'est un cheminement normal. Maintenant, si tu veux savoir comment j'y suis arrivé, moi, c'est un chemin peut-être un peu différent d'autres personnes. Puisque... Ah, t'as pas couché, toi? Non. Ah. Non, mais t'as vu, non, c'est bon à savoir. T'as vu la tête que j'ai, je veux dire. Ah non, oui, une fois couché. Oui, remarque, ça n'est pas vrai. Hein Merci. Et ça va être dur avec lui à côté. Hein. Et, je suis en train de parler sérieusement là. Oui, hein, Thierry. moi aussi. Thierry. Non, Thierry. Et donc je disais, il est en train de m'interrompre et je disais que moi mon cheminement était un peu long par rapport peut-être à d'autres auteurs, d'autres scénaristes. Et effectivement, je me suis jamais senti prêt à écrire, à faire de la bande dessinée pendant longtemps. Et donc, j'ai choisi la voie de la sécurité et j'ai un métier je suis bibliothécaire. Et voilà, ça fait maintenant longtemps que je suis bibliothécaire. Et par contre, le fait de faire ce métier, à un moment donné, j'avais toujours en tête de faire de la bande dessinée. Mais j'avais pas les outils. Comment faire, etc. Et donc, dans le cadre de mon travail, souvent on organise des ateliers d'écriture, des choses comme ça. Et j'ai eu l'idée d'organiser des ateliers de bande dessinée, tout simplement, avec notamment un auteur, je sais plus ce qu'il devient actuellement, ce qui s'appelle Vincent Tranois, qui avait fait le premier Zorné d'Irna, oui. Voilà, qui avait participé au décor, et puis ensuite Olivier Thomas aussi. Et ça remonte à 2000, au début des années 2000. Et ces ateliers, ça a été l'étincelle. J'ai beaucoup appris au cours de ces ateliers, en fait. Et ça a été vraiment l'élément déclencheur, hein, pour rester dans le thème, l'élément déclencheur, ce qui m'a mis le pied à l'étrier pour commencer. Alors, attention, ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain. Hein. Il y a eu beaucoup de boulot, beaucoup de remises en question, beaucoup de claques, etc. Et puis petit à petit, à force d'apprendre, à force un jour, un dossier est accepté, et puis t'es édité. Hein. Voilà. Je dirais presque tout bêtement, mais c'est pas si évident que ça, quoi. Et du coup, le choix, c'était dès le début pour toi, c'était sérieux de bande dessinée. Oui, pour moi, t'as pas souhaité écrire Non, enfin, des fois, ça m'aurait titillé, si tu veux, de faire un roman, un vrai livre. mais la bande dessinée, c'est vraiment... moi, j'ai été nourri à la bande dessinée, et c'est vraiment quelque chose... J'ai vécu de grandes émotions avec la bande dessinée, mais vraiment de grandes émotions avec certaines pages, certains récits, et c'était vraiment ce que je voulais faire. C'était vraiment ce que je voulais faire. Raconter des histoires à travers le dessin, à travers un récit dessiné. Mais est-ce que du coup, il y a des, entre guillemets, une sorte de livre secret où tu aurais tous les scénarios que tu as essayé d'écrire ou toutes les idées que tu as eues, Oh oui, et tu en as que 3 ou 4 que tu as décidé même juste de proposer, que tu en as plein que tu gardes et que tu dis, oui. Là, je vois son petit ordinateur, là, Thierry, là, à côté. J'ai quasiment le même, mais bourré d'idées, de scénarios. Voilà. Si, enfin... en fait, la page blanche, ça n'existe pas. Enfin, le manque d'idées, moi, j'ai plein d'idées. C'est surtout la mise en œuvre qui est difficile. Mais les idées, il y en a plein, et j'ai plein d'idées. Et c'est commun à tous les scénaristes, je pense. Et du coup, pour ton travail, avec tes dessinateurs, tu travailles comment ?
Tu leur envoies juste un scénario écrit, tu leur fais un storyboard ça dépend. Non, alors jamais de storyboard, mais généralement, alors ça dépend aussi. Moi, je m'adapte le plus possible à la méthode de travail du dessinateur, mais grosso modo, c'est un découpage. Enfin, je lui donne aussi le synopsis. Hein, il sait à peu près où on va, et puis ensuite pour chaque tome, c'est un découpage classique, un script avec case par case, description de l'action, des émotions, les dialogues, etc. Ce que j'essaye de faire, par contre, c'est j'évite d'être trop directif. C'est-à-dire, je mets rarement des indications de plan. J'essaye plutôt de sous-entendre les choses. Voilà, c'est un peu délicat, mais je suis pas plan large, rarement panorama, etc. Sauf si c'est important. Oui, pour laisser une place à l'interprétation de l'auteur, pour qu'il puisse aussi s'approprier ton scénario. C'est ça qui est le plus important, c'est que moi, finalement, ce qui est important, c'est la dramaturgie, c'est le récit, c'est ce que font les personnages, bien sûr, mais c'est ce qu'ils pensent, c'est les émotions qu'il faut pas oublier, hein, parce qu'il s'agit pas de dire que le héros, il va combattre des méchants, mais s'il a peur, il faut le dire. Et si on veut faire ressentir de la peur au lecteur, il faut aussi le dire au dessinateur. Là, ça serait bien qu'il y ait une ambiance un peu inquiétante, etc. Donc, je m'attache plutôt à ce qui n'est pas montré directement. Alors, évidemment, par contre, l'action, je la dis, hein, bien sûr, mais je ne la décris pas de façon directive. Tu envoies le scénario complet au dessinateur ou tu l'envoies petit à petit. Il y a des retours. Il t'est arrivé qu'un dessinateur interprète ton écriture d'une certaine façon et que d'un coup tu dis tiens, je vais peut-être partir changer que 2-3 choses. Ah oui, bien sûr. Ah oui, non mais ça arrive tout le temps, je veux dire, et puis et tant mieux. C'est ce qui fait la richesse de l'écriture. Enfin, je vois El West par exemple. Au début, El West, il n'y avait pas autant de filles. mais tu travailles avec un dessinateur comme Fred Verwich qui fait des filles à tomber par terre. Voilà, donc ça a multiplié les rôles féminins. Et en fait, oui, c'est là où, quand je disais je m'adapte au dessinateur, suivant ce que le dessinateur il a envie de faire ou d'écrire, de dessiner, oui, j'essaye de m'adapter. Après, il faut que ça reste dans le récit, bien sûr, il faut que ce soit possible, mais voilà, oui, bien sûr qu'il y a... heureusement d'ailleurs, le scénario ne peut pas être gravé dans le marbre. Ça serait dommage. Et est-ce que du coup, justement, des fois, tu es arrivé à un moment où tu as changé la fin de ton scénario, où tu avais une idée au départ et finalement tu as... On va dire que ça arrive tout le temps. Hein. On a un petit peu discuté dans la voiture. Mais c'est pour ça que je te pose la question, du coup. Oui, voilà. Et je pense qu'à un moment donné, à un récit, la façon dont il est mené, dont il vit par lui-même aussi, il n'y a qu'une seule fin possible. Alors quand je dis qu'il n'y a qu'une seule fin possible, ça ne veut pas dire que oui, on peut écrire d'autres fins, mais elles seront peut-être moins fortes, moins bonnes, moins porteuses, etc. Et l'important quand tu écris à un moment donné, c'est de vraiment de choisir la fin qui te semble la seule possible, voilà. Et effectivement, il y a des fois, j'ai des récits où je me dis tiens, ça va se terminer comme ça. Mais au fur et à mesure de l'écriture, il y a des choses tellement magiques qui se passent. Il y a des personnages qui s'invitent. Il y a un petit personnage secondaire qui est là. Au début, on fait pas gaffe, et puis tout d'un coup, il pousse les autres, et puis il arrive, et puis finalement, il modifie pas vraiment le cours du récit, mais il modifie certaines scènes, il modifie certaines choses, et du coup, c'est de fil en aiguille, peut-être que il améliore la fin, voilà. Donc rien n'est figé, tout évolue. L'important, c'est il y a quand même des rails, mais tout évolue. Tout à l'heure, Mathieu, t'as demandé si tu avais toujours voulu écrire de la bande dessinée plutôt que d'autres choses, des romans ou machin. Pourquoi finalement tu avais besoin de voir ton travail mis en image, et à ce moment-là, je vais te dire pourquoi pas t'orienter vers du cinéma ou d'autres choses comme ça. Alors en fait, pour tout te dire, mon cher Thierry. Oui, Thierry. Oui. C'est qu'au départ, je voulais tout faire. Le scénario, mais aussi le dessin. Oh, malheureux.
Oui, bravo, merci. C'est ça. Alors au début, justement, quand je parlais des ateliers, au début, voilà, je faisais les dessins, etc. Puis, il est joli ton canard. C'est une tomate, on merci. va dire que c'est un peu ça. Et en fait, voilà, au début, les premières pages, des copains qui étaient déjà dans le milieu, les professionnels, ils m'ont dit, écoute, c'est bien, hein, c'est bien, mais par contre, le dessin, c'est pas terrible. Alors, généralement, t'es trop fier, tu dis non, attends, ça va, c'est bon, je vais m'améliorer, et tu refais un deuxième essai. Puis les copains ils disent non mais écoute, non mais franchement là le dessin ça va pas du tout, fais du scénario, là tu es bon, fais du scénario. Donc tu te dis à un moment donné, puisqu'on te dit ça, il y a peut-être quelque chose quelque part. Et Bon gré mal gré. Alors au début, ouais, et j'ai franchi le cap, je me dis bon d'accord, je vais faire du scénario. Et en fait, eh bien maintenant je suis quand je vois tout le travail d'un dessinateur, je suis heureux de faire du scénario. Voilà, je vois Pierrick qui... Un plan B, quoi. Voilà, c'est le plan B. Mais non, mais après, c'est tellement un métier difficile, c'est tellement un boulot difficile de tenir un album, une série avec un dessin que moi j'aurais été incapable. Et puis de toute façon, maintenant les émotions que je ressens quand je découvre des personnages, sur Promise par exemple, quand Michael me livre des pages, mais m'a livré des pages, c'était un bonheur. C'était un bonheur et je sais très bien que même après 250 ans de dessin, j'aurais jamais pu arriver à cette hauteur-là. Et voilà, et ça c'est aussi quand tu découvres le travail, le dessinateur qui finalement sublime ton histoire, ouais, quand même. Ouais, quand même. Franchement, c'est du bonheur. Disons, quand l'enveloppe a finalement bien représenté les idées, tu es arrivé au bout, quoi. Mais c'est pas une enveloppe, c'est au-delà c'est un feu d'artifice. Tu vois, c'est un feu d'artifice. Je vois sur Faucheur de vent, par exemple, avec Cédric, les batailles aériennes qu'il représente, mais ça a tombé par terre. C'est magistral, voilà. Et en tant que scénariste, c'est du bonheur. Je veux dire, c'est du bonheur. C'est ce que tu voulais, que toi t'aurais pas pu faire, et que quelqu'un arrive à retranscrire avec son talent. Le choix des dessinateurs, c'est toi, c'est des rencontres, c'est des hasards, c'est des éditeurs. Ça c'est pareil, ça varie énormément. Hein. Ça peut être des rencontres. Après, ça peut être l'éditeur. Donc tous les cas sont possibles. Hein. Tous les cas sont possibles, voilà. Non, tu aurais pu avoir des envies de travailler avec un tel ou un tel par rapport au scénario, justement. Oui, alors ça existe aussi, mais après, il faut que les plannings s'accordent. Mais oui, bien sûr, il y a des gens, tu as envie de travailler avec eux. Hein. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils ont envie de travailler avec toi, mais ça, c'est autre chose. Mais oui, il y a des gens, tu te dis, oh, la vache, j'aimerais bien travailler avec eux. Sur El West, pour le coup, je trouve que le parti pris graphique est fort. Ah oui, tu peux pas laisser ce travail-là à n'importe quel dessinateur. Quand même, il aurait beaucoup de talent, c'est pas forcément le même style. Ça va pas apporter la même chose. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que si ça avait été un autre dessinateur, et ça aurait pu être un autre dessinateur ou dessinatrice, mais dans ce cas-là, peut-être que le résultat aurait été différent. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais c'est encore possible. Dans la plupart des BD qu'on a lus de toi, hein, notamment les X-Men. Pour les X-Men, ne vous fiez pas forcément à BD Geste, mais régulièrement je me fais avoir par BD Geste. Vous avez il y a des assises historiques qui sont assez fortes. Tu as besoin de cette assise pour écrire. Enfin, oui. Tu t'es jamais dit, tiens, je vais partir sur une histoire contemporaine ou dans un monde totalement imaginaire. Alors, même si je partais sur un monde imaginaire, je suis obligé de me documenter. De toute façon, je pense que la fiction ne dépassera jamais la réalité. Bon, déjà, moi je suis historien de formation. Voilà, ça tu l'as vu dans ma bio. Donc j'adore l'histoire avec un grand H. Hein, et donc j'aime raconter des histoires historiques. Faucheur de vent, les combattants du rail, ça c'est quelque chose que j'adore. Après, si je vais vers un univers imaginaire, genre El West par exemple, ou Skyling, l'air de rien, c'est truffé de références historiques.
il y a des choses historiques. Je ne sais pas si vous avez lu Skyling, par exemple. Les 2 premiers tomes. Bon, il y a une scène notamment qui... Alors après, quand je dis historique, c'est que je me documente beaucoup, je lis beaucoup, et il y a des choses vraies ou fausses, en tout cas, c'est dans des bouquins. Une des scènes du départ, ce qui est l'élément déclencheur, où un soldat se fait carrément ouvrir, il y a les balles explosives qu'il porte en bandoulière qui lui brûlent la poitrine et qui a le cœur à vif. C'est quelque chose que j'ai lu dans un bouquin qui relatait la bataille de Stalingrad, par exemple. Et alors, vrai ou faux, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai lu, c'est un témoignage que j'ai lu. Donc, voilà, là, l'imagination, elle peut aller loin, mais la réalité, quelquefois, c'est assez incroyable, ça peut largement dépasser la fiction. C'est souvent moins crédible, la réalité, que la fiction. Et voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Donc j'essaye vraiment de toute façon, quel que soit l'univers, je me documente à fond, et le plus possible. Et le fait que tu sois bibliothécaire, oui. C'est un choix? Ah oui, c'est un choix, oui, bien sûr, oui, c'est un choix, oui. Donc ça veut dire que tu cherches pas forcément à vivre de scénario. Comment dire si, bien sûr, l'idéal, ça serait de vivre que du scénario. Bien sûr, j'aimerais bien. Mais après, il y a la vie qui fait que c'est quand même difficile de vivre que du scénario. Voilà. Mais oui, dans l'idéal, j'aimerais bien. Ça va rejoindre ta chronique, ça. Ah, c'était une transition, en fait, Jérôme. Bravo. Pas tout de suite, en fait. Oh, c'est bon, je peux disposer, là, j'ai fini. Parce que là, du coup, je pense qu'on va passer à la chronique de Pied-Pied. Alors, moi, je vais un peu vous parler de qu'est-ce qu'on fait pour accéder à la lecture, comment est-ce qu'on y arrive quand on est un peu fauché, qu'on est un peu jeune. Et pour ça, je vais un peu vous raconter... On peut être vieux et fauché aussi. On peut, oui, effectivement. Surtout actuellement. Les conseils vaudront toujours. Et pour ça, je vais un peu vous parler de ma propre expérience. T'es fauché ? Non, parce que... non, ça va. Plus maintenant, mais... Il est jeune, regarde son... Ah non plus, non. Non plus, hein. En fait, je suis un gros lecteur. Et depuis que je travaille, j'ai la chance, depuis que j'ai un travail, en fait, de ne pouvoir lire que de la bande dessinée. Je lis plus rien d'autre. Je lis plus de romans, je lis rien d'autre. Parce que... arrêté Télérama. Ouais. C'est un peu un rêve de gamin, parce que j'avais une frustration terrible quand j'étais gosse de me dire « Ah, ça a l'air trop bien, mais je peux pas me l'offrir, je peux pas le lire. » Je vois ça, on est entouré de BD, là. Oui, mais je me suis rattrapé depuis. Il les vole. À l'époque, en gros, si je lisais des romans, c'est parce que le rapport temps de lecture-prix était vachement plus intéressant sur les romans, en fait. Et d'un point de vue budgétaire, oui, acheter un roman, t'en as pour plus longtemps, quoi. Le top, ça reste le bottin, quand même. Ouais, mais c'est un peu plus chiant, quand même. Ouais, mais c'était vachement gratuit. C'était vachement gratuit. Donc, et c'était compatible avec l'argent de poche que j'avais. Alors, notez quand même que ce rapport, c'était un peu la base de toutes les réflexions d'achat. La Bible aussi était gratuite. Oui. Donc, c'est un rapport, le rapport plus intéressant que le bottin, qui était la base de la plupart de mes réflexions quand j'achetais quelque chose. La qualité était un peu secondaire quand j'étais gamin. Mon but, c'était de lire autant de BD que je pouvais parce que j'avais une boulimie, j'adorais ça. Alors, j'ai essayé, pour satisfaire cette boulimie, de mettre en place des stratégies. Comment m'en sortir. Alors, une façon assez simple, c'était le kiosque. Il y avait des magazines, les Spirou, les Pif, moi c'est ce que je disais en tout cas, qui permettaient d'avoir une dose de lecture assez conséquente pour pas trop cher. Et puis il y avait aussi tout ce qui était comics en kiosque. Donc toute la bande dessinée américaine, j'ai lu du Image Comics beaucoup, du X-Men, du Spider-Man, parce que pour maintenant ça fait environ 5-6 euros, on a quand même un bon gros pavé d'une centaine de pages de BD. Comparé à 15 euros les 46 planches, c'est pas exactement la même chose. Donc c'était vraiment le truc super idéal. Et c'est un peu un regret que j'ai, c'est que de voir que les parutions en kiosque, j'ai l'impression qu'elles périclitent un petit peu, ça marche de moins en moins. À force de les voler, forcément, hein. Les mecs, il est coincé derrière sa banque, il peut pas venir courir après. Tu vois, si je peux me
permettre, vas-y, je t'en prie. c'est exactement. Enfin, je suis un peu plus vieux que toi, on va dire. Et donc, moi, j'ai aussi connu ce qu'on appelait les petits livrets de poche, les fumetti. Oui. Et donc, qui coûtaient 3 francs 6 sous. Il y avait des titres genre Hakim, Long Rifle, Mister No, Yataka. Et j'ai des livres que j'ai encore gardés J'en ai précieusement. quelques-uns. C'était chez Lug et Semic après. Voilà, il y avait mon journal, etc. Donc, il y avait cette possibilité-là, comme tu dis, de lire de la bande dessinée. Alors, bon marché, alors certes, pas toujours de très bonne qualité, mais quand on voit quand même un western comme Long Rifle qui a la patate, quoi. Hein. Ouais, je connais pas ça. Et il faut connaître, hein, c'est italien, c'est Oui, excellent. la production italienne, c'est Voilà. génial. Et pareil, après, j'ai été nourri au journal Tintin. C'est quelque chose qu'on a perdu, en fait, pour les enfants, les ados. Il reste Spirou. Il reste Spirou. Et l'Enfeust. Et tu noteras maintenant que les gamins, ils se tournent vers le manga parce que justement, on retrouve ce même phénomène. C'est ce qu'il y a de moins cher pour un nombre de pages J'y et de viendrai. l'aventure. Pardon, je t'ai niqué. Non, pas de Je t'ai souci. niqué ta chronique. Non, mais ça va être le signe. Ça fait la deuxième, hein, donc. Il parlera moins C'est- longtemps. Il y a le suivant, Jérôme, Moi, j'ai fait exprès de faire une chronique où tu vas pouvoir parler. L'autre plan, c'était les bibliothèques. Forcément, bibliothèque, un accès pas trop cher. Surtout que moi, j'ai fréquenté une bibliothèque pour tous. Alors, c'est un réseau de bibliothèques vraiment bon marché, géré par des bénévoles. Et j'avais un gros avantage, c'est que j'ai commencé à la fréquenter, c'était des amis de mes parents. Et en gros, je suis un peu devenu le référent BD. C'est-à-dire que c'est moi qui choisissais ce qu'ils achetaient. Et alors là, le méga plan, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un super budget BD, mais grâce à ça, j'ai pu me faire tous les Valérians à l'œil, tranquille, c'est parce que je leur avais dit « Ah non, mais c'est bien, ça faut continuer ». Voilà. Bon, après, ils ont changé de bénévole qui était à la tête du truc, elle me laissait rien faire, je me suis cassé, ça m'a gonflé. Bon, l'autre option, c'est... Là, il est sous terre. Il l'a encore en travers. Ouais. Ouais, je pense qu'il a mal digéré. quand même. L'autre option, c'était d'emprunter aux Si tu différents veux, amis. On s'en occupe, là. C'était encore s'y connaît du monde. Aux différents amis, mais comme c'était un peu moi le plus boulimique de BD, j'ai fait plutôt du genre à prêter. D'ailleurs, j'ai perdu pas mal de BD comme ça. Parce que j'aime beaucoup partager ce que j'aime en BD et j'ai quelques tomes que je reverrai sans doute jamais. Parce qu'il a perdu des amis en cours de route aussi. Le meilleur plan que j'avais trouvé, quand même, c'est le meilleur plan pour la BD, c'était de bosser chez un grossiste en livres. Donc en gros, qui me faisait payer le prix du grossiste en livres, donc je payais 30%, et qui, quand j'avais fait mes courses avec la moitié de mon salaire de l'été pour m'acheter des BD, me disait non mais c'est bon. Ah. Donc c'est un très 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 bon plan. J'ai quelques collections comme ça que j'ai eu grâce à ça. Alors il y a d'autres techniques pour lire de la BD. Le vol. Que j'ai pas vraiment Définitivement, que le j'ai pas vol, vraiment ouais. expérimenté. Parce que moi, non, moi, j'ai Emprunter aux copains qui sont collectionneurs. voilà. Pour l'instant, c'est- on était que sur du légal. On reste là-dessus. Parce que j'ai pas vraiment expérimenté pour plusieurs raisons, parce que je suis né d'abord j'ai grandi en Corse et il y avait pas la moquette du Virgin en Corse. Et la moquette du Virgin, pour dire de la BD à l'œil, j'ai cru comprendre que c'était quelque chose de très pratiqué dans la région. Ça marche aussi avec la Fnac. Ouais, ou la oui, Fnac, la hein, Fnac, c'était oui. c'est l'idée. Hein. Moi, perso, c'était le carrelage du Leclerc, alors si tu veux. Bah, tant pis. surtout que Virgin, de mémoire, ça n'existe plus. Virgin is dead. Voilà. Celui de la rue Saint-Fé était super classe. Ah, putain, il était carrément classe. De quoi les... Le Virgin de la rue Ouais, Saint-Féréol il à était Marseille. classe. Il était classe. Et puis bon, après maintenant il y a aussi le futur, mais là on sort un peu du cadre légal. On va parler des BD en ligne. Oui, il y en a des légales, forcément. Maintenant, il y en a plus qu'il n'en faut pour. Il y a des BD en ligne, mais il y a aussi les scans trad qu'on trouve, surtout les scans trad pour le manga, l'offre légale, etc. Pour certains, ça s'appelle les scan crades d'ailleurs. hein. Oui. Et comme tu le disais, j'ai commencé à lire du manga fin des années 90 aussi, parce que c'est vrai que j'avais un gros volume pour pas grand-chose, mais le manga était resté problématique, parce que avec un album qui sortait tous les 2 mois, tous les 1 ou 2 mois, tu te retrouvais de toute façon à devoir Oui, c'est raquer vrai. pas mal au bout d'un moment. Il a compris il y a que 5 ans qu'il fallait le lire dans un certain sens. Et puis ensuite, Ouais. j'ai fini par trouver vraiment une solution ultime, que j'ai pas vraiment su exploiter pleinement. La solution ultime, écoutez-la. Ouais, que j'ai pas... Après la pub. Écoutez, attention, la Exploitez pleinement. Ouais, mais solution alors, ultime. celui-là, c'est un raté collectif. C'est le souci. Voilà, je pense, voilà. C'est monter un podcast sur la BD pour recevoir des services de presse et surtout les cadeaux des auteurs qui nous écoutent, qui nous les envoient. Parce qu'il fallait... Ah oui, j'ai rien Voilà. donné, moi. Et j'avoue que, franchement, non, pour dire de la BD à l'œil, c'est un bon plan. Même si je préférais que nos tipeurs nous donnent plein de sous pour qu'on ait même plus à demander de SP et à essayer plein de BD. Donc Alors, voilà, On peut en parler de ça si tu veux, parce que moi je suis un peu critique par rapport à ça. Mais... par rapport à... Au Tipeee.
Non, pas du tout. Par Au rapport au service de DSP, vous presse. faites ce que vous voulez, les garçons. Par Par rapport rapport à une politique, mais par- après... par rapport au service de presse, moi qui suis chroniqueur sur deux sites internet et dont un gros qui me rapporte pas mal de services de presse, je peux vous assurer, et là je vais faire pleurer dans les chaumières, que c'est un très bon plan, mais il faut quand même démystifier un peu le truc. Parce que tu ne lis pas ce que tu veux. Soyons clairs. Tu lis ce qu'on t'envoie. Parce que on te l'envoie, t'es pas obligé de le chroniquer, mais t'es quand même un peu obligé de le lire, malgré tout, pour savoir si c'est de la merde ou pas. confirme. Et moi, il y a un tas d'albums que je ne lis pas parce que je n'ai plus le temps et je suis débordé par un certain nombre de services de presse et je ne lis plus que les services de presse de quelques éditeurs, ceux qui m'envoient des SP. Donc, juste voilà, faut démystifier un tout petit peu le truc. Ouais, non, mais c'est vrai, tu reçois trop de BD, c'est trop Après, dur, quoi. Tu après, souffres. Après, J'avais dit que j'allais faire pleurer dans les chaumières. après, Jérôme, tu fais comme tout le monde, tu les revends sur eBay, non Ah mince, j'ai dit une bêtise encore là. Non, après, il y a des libraires d'occasion qui reprennent ça très bien. Ah bon, ça va alors. Moi, j'en file ça en bibliothèque en général. On fait du don aux œuvres. Donc, tous ceux qui reçouvent des services de presse, donnez-les aux bibliothèques. Ça, c'est pas mal comme truc. Voilà, c'est ce que je me dis. Ouais, c'est je très trouve, bien. Je trouve bravo, l'idée- bravo, Pierre. Voilà, mais comme j'ai pas l'intention, voilà. Bon, Bon, en même temps, quand on est service presse de merde, on oui, mais attends, des nous, merdes aux bibliothèques. nous, pour le moment, on reçoit pas des Du tonnes coup, il n'y a plus personne qui va dans les bibliothèques. C'est la fin du monde. On va tous mourir. on reçoit pas des tonnes de services de presse, mais on a la chance qu'à chaque fois, on reçoit pas plus que ce qu'on demande. Ah si. Ah Ouais. si. Non, quand même. Non, les mangas sur les cristaux, là, on les avait pas tout à fait demandés pour la suite. Ouais, hein. c'est arrivé une fois, je crois, ou deux. Ouais. Mais c'est arrivé rarement qu'on reçoive des SP qu'on n'avait pas tu demandé. te rappelles aussi, c'était un manga, le truc avec la musique Ah oui. qui était- Oui. Je crois que de j'avais rock, demandé, là, je crois que du j'avais demandé, je suis groupe, plus sûr. Euh, J'ai un doute. non, mais là, t'as ripé sur le bouton. Là, Oui, c'est possible aussi, ça arrive. Mais globalement, c'est vrai que globalement, on a la chance de recevoir les SP qu'on demande, et je pense que c'est de l'intérêt des éditeurs de pas nous envoyer un truc qu'on ne demande pas, sauf si vraiment ils veulent faire du forcing, Mais si, quoi. ils veulent tenter. Parce que ils préfèrent peut-être qu'on n'en parle pas plutôt qu'on pourrisse leur truc, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être qu'ils tentent au cas où ça pourrait plaire et que quelqu'un enfin en parle. Parce que Après, quand pour t'as des reprendre- ventes qui décollent pas, à un moment donné, tu balances tous azimuts aussi. Hein. Après, pour reprendre l'exemple de l'ère des cristaux, j'ai vu des critiques, mais dithyrambiques sur ce truc qu'on a tous Sur pas l'ère aimé. des cristaux. Oui, qu'on a tous pas aimé, et pourtant j'ai vu des Ouais, critiques mais parce de qu'en fait, malades là-dessus. c'était un truc philosophique. Mais ça a Voilà. été lu par un Taoïste, aveugle. bouddhiste. Non, mais je pense il qu'en fait, fallait on est totalement être passé à côté. fallait être à la aussi troisième bête que ça. réincarnation pour comprendre en fait. On est vraiment totalement passé à côté. C'était bourré de références bouddhistes, shintoïstes, je sais pas quoi. Et enfin, quand j'ai vu les analyses des gens qui t'expliquaient à quel point c'est génial, j'ai fait ah ouais, j'ai rien compris en fait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas aimé, parce qu'on a rien compris. Ah, puis de toute façon, pour finir avec les SP, on va de plus en plus arrêter de recevoir des SP physiques et on va de plus en Oui, plus oui, c'est recevoir ce qu'on a, nous des aussi. PDF et des calaméos. Oui. Et progressivement, Ah, les voilà, calamitos, le ouais. SP physique, il est en fin de vie. Hein. Ce qui est dommage, parce que moi j'aime bien aussi critiquer le travail d'éditeur du livre. Ça fait aussi partie du boulot. Les couleurs que tu reçois, que tu visualises sur ton écran, sur ton PDF ou autre, c'est pas du tout le rendu que tu as sur le papier. Et Non, mais c'est- du coup, c'est aujourd'hui- faussé, quoi. Aujourd'hui, dans l'entre-deux dans lequel on est, c'est aussi un moyen de sélectionner ce que tu vas chroniquer. Moi, je sais que je chronique que ce que je reçois en physique. L'éditeur, il peut m'envoyer 50 PDF, je les chroniquerai pas. C'est pas faux. Je crois que d'ailleurs qu'on n'a pas, on n'a jamais dû chroniquer une BD reçue en version numérique. C'est arrivé très rarement, mais je crois qu'en fait, On on l'a avait peut-être fait une il fois y en a ou deux, un mais d'entre nous c'est qui avait très rare, adoré, quoi. qui a fini par acheter le truc pour ensuite le chroniquer en papier. Ah oui, c'était pas les 10 mécaniques ou un truc comme ça là qu'on avait Non, acheté. les 10 Jimmy Mécanique, on l'a pas Kelly, chroniqué. on l'a pas chroniqué, On l'a pas mais on les a chroniqué, on vus l'a pas en- lu tous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on reçoit en numérique, mais moi j'ai encore du mal à lire en numérique parce que j'ai pas l'outil agréable. Lire sur PC ça me plaît pas et j'ai pas l'outil agréable pour lire du numérique. Moi, je Alors, lis que sur ma télé de salon. Pour recentrer un petit peu quand même le débat, c'était on va revenir à et vous, comment faisiez-vous avant pour lire de la bande dessinée? Jérôme, Ouais, quand c'est plus jeune. avant que tu reçoives 4 milliards de SP chez Non, toi. Et que tu fasses un lit entier en ouais, en bande c'est ça. dessinée. Chez lui, il a fait des meubles en livre. Alors, je tiens quand même à dire que juste la chronique, c'est un poil de boulot quand même. Mais un poil. Mais un gros poil. Un gros poil. Un gros poil. Surtout quand c'est écrit. À l'oral c'est tranquille, mais alors à l'écrit. Oh là là, c'est chaud. Non, Ouais. franchement, les podcasts, c'est un énorme boulot aussi. On sait tous ce qu'il en est autour de cette table. Mais ça dépend si tu veux écrire ou pas. Je pense objectivement que la bibliothèque reste, à mon sens, le meilleur plan. Je sais pas s'il y a besoin de chercher beaucoup plus loin. Moi, je vais parler de la médiathèque qu'ils ont ouverte à Vitrolles. qui est Et, trop belle. Pour le coup, ils ont vraiment fait un énorme effort
les choses se sont ouvertes avec beaucoup de nouveautés. Enfin, celles qu'on avait pas très loin de mon école. Bon, il y avait des BD, oui, il y avait certains éléments de qualité, oui, mais on restait quand même beaucoup sur des vieilles choses. Même si petit à petit ça s'était ouvert, mais malheureusement, alors je vais dire malheureusement, ça peut faire hurler aussi, ça s'était ouvert pour les jeunes sur le manga. Il n'y avait pas d'autres versants de la bande dessinée ou peu d'autres choses en bande dessinée qui étaient montrées, sauf des grands titres qui étaient primés, Angoulême ou autre chose, mais sinon il n'y avait pas beaucoup de bandes dessinées autres, quoi. C'est du produit d'appel, le manga aussi. C'est pour faire venir les jeunes. C'est ça. Après, maintenant, ça a quand même beaucoup évolué, hein, bien sûr. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bibliothèque, en tant qu'usager, vous pouvez demander, faire des suggestions d'achat, ce qui est très important. Voilà, on est beaucoup moins dans le pas la censure, mais je veux dire dans l'hésitation à acheter un livre ou une BD avec un regard comme on pouvait l'avoir. Moi, je sais qu'à l'époque, effectivement, la BD en bibliothèque, il y avait un regard un peu condescendant. Maintenant, ça, c'est fini, ça n'existe plus. Donc, le gamin qui demande, le gamin ou même l'usager... Je veux le dernier Bastien Vives. Par exemple. Et c'est des trucs de cul, ces derniers. Donc ça... Et voilà, et ça, comme tu disais, Jérôme, c'est que oui, ça reste un endroit très intéressant pour lire de la BD à l'œil. On t'a déjà demandé d'acheter une BD de cul ? Oui, sa femme. En fait, non. Non, mais je sais même pas si ça existe, les BD de cul, à part chez Tabou. Si, il y en a. Ah, si. Si, enfin, Manara, on a lu les Manara, mais je veux dire, c'est toujours pareil. Enfin, c'est pas quelque chose, c'est pas comme dans le cinéma où, enfin, dans la BD, il y a un peu de cul un peu partout, mais est-ce qu'il n'y a pas un genre vraiment cul à part Manara il y a pas mal d'éditeurs, en fait. Ou si ce que fait Mineri avec. Oui, mais si chez les Requins Marteaux, t'avais une collection qui s'appelle BDQ. Oui, mais après nous, on reste quand même dans les acquisitions, on va dire, plus les gros classiques. Éditeurs. Après, il y a des cours. Hein. Les petits éditeurs. Mais bon, ceci dit, après, s'il y a une suggestion qui est faite, on l'étudie. De près. C'est vrai que pour revenir sur le cul, il y a Delcourt qui a une édition, une collection de cul qui reste très patrimoniale, vraiment dans des grands auteurs. Putain, alors là, développe, parce que la collection de cul patrimoniale, je développe. C'est laquelle la collection ? C'est Erotix, Delcourt Erotix. Ah bon, il va y avoir du Guido Crépax, des auteurs. Ils font des réédits d'intégrales. Je veux dire, mais Crépax a toute sa place dans la bibliothèque. Je veux dire, si après, donc c'est à nous aussi de voir où on le. C'est de la BD, c'est rayon enfant. Oui, voilà, c'est ça. Les enfers n'existent plus en bibliothèque. Non, je pense pas. Je crois pas. On avait une invitée qui voulait dire quelque chose. Ouais, non, en fait, elle veut pas, mais je crois qu'elle vient de se retrouver avec un micro sur le truc. Elle est timide. Elle a peur des grands trucs noirs. On va parler pour elle. Vous voulez parler des CDI? C'est ça que tu voulais nous dire? Ouais, voilà, parce qu'elle bosse dans Elle CDI. parle par signe, donc voilà. on va interpréter. Elle vient de faire un oui de la tête. Elle dit, oui. Les CDI, c'est aussi super parce que maintenant, dans les CDI, ils commencent à avoir de la bande dessinée. Moi, la dernière fois que j'ai voulu aller dans un CDI, on m'a traité de pédophile, alors. Oui, mais t'as plus l'âge. Ouais, ça va. Moi, j'aime bien les bons plans comme ça. Et effectivement, pour voir comme Evelyne, à chaque fois qu'on parle de BD, prend des notes sur tout ce qu'on peut lui citer comme bande dessinée, et a toujours sa question, et pour les collégiens, ça peut faire l'affaire? Effectivement, elle prête une grande attention à ça, et je pense qu'on espère qu'on a pu lui permettre d'avoir une belle sélection de BD. Après, c'est comme de tout, il y a des bibliothécaires qui se foutent comme de leur première chemise de la BD, et je pense qu'il y a aussi des responsables de CDI qui se foutent de la BD. Oui, tout à fait probable. Waouh, il y va fort. Hein. Bah, en même temps, c'est une Jérôme, réalité, il est Clash. Hein. C'est une Clash, réalité. pardon, Clash, ça me rappelle l'ancien groupe. Mais enfin, du coup, c'est bien gentil de tous aller en bibliothèque, mais on fera pas vivre les auteurs BD s'il n'y a qu'une bibliothèque qui achète un bouquin et que 12 000 non, ça, personnes c'est le sûr. lisent. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, bon, c'est pas grand-chose, mais il y a un dispositif qui existe, qui est la rétribution du droit de prêt en bibliothèque. Voilà, et donc qui est géré par la SOFIA, on va dire, c'est un peu la SACEM de la bande dessinée, et qui, chaque année, suivant les titres que tu as en bibliothèque, te rétribue... alors,
c'est pas non plus énorme, mais c'est. Donc si les bibliothèques achètent de tes bouquins, tu reçois, tu touches un petit. Voilà, on touche quelque chose. Voilà. D'accord. Je crois que le dispositif de la Sophia avait été un peu critiqué quand même, il me semble, par les syndicats. Évidemment, il y a toujours, il y a toujours des râleurs, critiques à faire. Non, c'est pas ça. Non, il y a toujours des critiques mais faute de mieux pour l'instant, c'est voilà, on va dire. C'est mieux que rien. J'en parle parce que c'est un sujet qui m'était arrivé aux oreilles et que Ouais. bon, c'est rare que les auteurs se plaignent quand même. C'est quand même rare. Voilà. Ils ont pas de raison non plus. Hein. Non, je veux Ah, dire. ils ont pas- Nanti. Je veux dire, ils font ce qui leur plaise. Oui, c'est ça. C'est un métier Il n'y formidable. a pas besoin de manger quand on fait ce qui nous plaît. Voilà, je veux dire. Allez, j'ai pu manger des pâtes ce soir quand même. Je suis content, quoi. Non, mais attends, il y a du gruyère. Ah, oui, des lardons. Et de la crème fraîche. J'ai pas vu les champignons par contre. Et du jaune d'œuf. Ah, pourtant, il y avait les champignons. Oui, bah ils étaient où? Mais il les a coupés Si, petits. si, attends, c'est Très, pas- Ils très étaient fin. tout petits. Tout Ouais, petits, ils très étaient- Super émincé. Ouais, ils étaient très émincés. Voilà. Hein. Comme les salaires des auteurs. Quand on fait de la- C'est pas des salaires. Les salaires, oui, pardon, les Ça- avances sur droit. Voilà, les avances sur droit. Les Ouais. droits d'auteur. Bref, en bibliothèque, oui, non, les bibliothèques doivent acheter des BD, des livres en général. De toute façon, il y a une part donc qui est versée aux auteurs et aussi aux éditeurs. Voilà. Alors, qui est versé juste en fonction du nombre de livres qui ont été achetés ou en fonction du nombre de personnes qui ont emprunté le livre. Alors j'avoue que Je te pose la question. j'avoue que je saurais pas trop te dire. J'en sais rien. Bon, Et pour en tant revenir. que bibliothécaire, est-ce que tu achètes tes propres livres pour avoir plus de sous à la Sophia? Bien sûr. Alors, Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Alors, j'achète mes livres en 10 000 exemplaires. Non, évidemment, je les achète. Je travaille, j'y travaille, j'achète au moins un exemplaire. Ça serait stupide de pas en acheter un. Enfin, voilà. Tu te fais de l'autocensure, sinon c'est Après, un peu con. je sais pas trop ce que ça peut me rapporter. Puis après, quand je rends compte qu'il y a aussi souvent des lecteurs passionnés de BD, donc ils savent que je fais de la BD, etc. Donc, je leur dis tiens, c'est un moyen de leur faire découvrir ce que je fais. Non, puis c'est un moyen de discuter avec eux et de te présenter de cette façon-là aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ça Oui, crée un sujet de parce que oui, discussion, voilà, la bibliothèque est aussi un média pour aller de l'auteur vers le lecteur. C'est très important. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que si le lecteur qui a emprunté une BD à la bibliothèque a adoré cette BD, oui, elle va l'acheter. Elle va l'acheter, surtout si on dédicace, etc. Ou l'offrir, un minimum. Je la vois enrouée comme Mathieu, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai envoyé des audio. Ah, mais c'est le micro de Je- Mathieu. c'est Alors, pour ça. entre Thierry et Mathieu, là, je sais plus qui je suis. Ok, on va peut-être passer à la chronique suivante, monsieur le dictateur. Et nous allons écouter donc l'archiviste, qui a dit ce soir, je suis presque en total impro les gars, je n'ai rien prévu. Bah, J'ai presque. pas- Mais c'est le presque qui Voilà, fait et ça. je vois qu'il Tout est dans le presque. Ouais, il est en presque, il a 4 pages. C'est Bah, ça. il a pas gratté un bloc-notes, il n'a gratté que 2 copies doubles. Mais il l'a fait Ah sur ouais, du, non, mais il l'a fait, mais- il l'a fait sur des Putain, feuilles libres, il l'a pas fait sur son ordi. Ah oui, mais à l'intérieur c'est vide, c'est blanc. Non, Ah, l'autrichien. C'est tout blanc parce que moi je suis un usurpateur. C'est un premier de la classe, là. Il y a rien. Ah ouais. Oh là 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 là. Il y a Et rapprochez-lui un peu son micro. c'est le une pauvre. copie double, c'est une copie double, comme à l'école. Donc du coup, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on lit de la BD? Est-ce que c'est pas parce qu'on est des grosses feignasses? C'est probable. Non. Non, je dirais non aussi. Un non catégorique ferme. Alors, en fait, Ça dépend desquels. quand on a du mal, du mal à préparer une chronique et qu'on est prévenu quelques jours avant qu'il y a un enregistrement et qu'on n'a rien le temps de préparer, Et Parce qu'on est des professionnels. il me c'est parce tient qu'on est le des professionnels. tacle. l'objectif c'est de préparer un sujet de chronique où on va faire un tour de table où chacun pourra s'exprimer. Ah. Donc, on va juste présenter quand même 2-3 chiffres sur le marché de la BD parce que ça semble quand même intéressant aujourd'hui. Alors, c'est 2-3 chiffres qui sont ultra connus puisque vous savez que chaque année, au moment d'Angoulême, il y a des enquêtes qui ressortent, des enquêtes qui sont faites par des syndicats professionnels. Pour dire que la BD, ça marche super bien. C'est ça. Pour les éditeurs. Pour les ça marche éditeurs. super bien. Exactement. Mais attention, le sujet n'est pas polémique. Il ne s'agit pas de parler du niveau de vie des auteurs là. Donc, on est en estimatif sur 8,4 millions de Français qui achètent de la BD chaque année, c'est-à-dire 15,5%, chers amis. C'est bien. C'est Oui, plus que ceux qui achètent ce qui du est pas mal, congèle. avec un âge moyen de 40 ans, 53% de femmes, et 48% achètent pour offrir. Oui, donc en gros, les mamans achètent pour leurs enfants. Ou leur c'est ça. mari. C'est ça, Non exactement. mais alors ça c'est des raccourcis. Pourquoi ça pourrait pas être, j'en sais rien moi. Exactement. La maîtresse qui offre ça à son amant, enfin. C'est connu. Après, on peut faire un comparatif sur 10 ans. Le chiffre d'affaires de la BD a augmenté de 20% en 10 ans. Donc Il a ça, augmenté de combien
20% 20% en 10 ans. en 10 Ah, ans. moi ouais. aussi, Chiffre en d'affaires. tant que nanti d'enseignant, c'est mon augmentation. Puisque dans les librairies généralistes, hein, le poids de la bande dessinée est passé de 9 à 15%. C'est comme ça du chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'ils estiment que le poids de la bande dessinée a augmenté de 20% en 10 ans. Un chiffre qu'on retrouve partout, mais qui, à mon sens, ne veut rien dire, mais vous me direz ce que vous en pensez. 9%, donc un peu moins de 10% des 25-30 ans, citent une bande dessinée comme le titre qui les a marqués dans leur vie. Ah oui, quand même. Ouais, mais 9%, c'est 15 sur 10, quoi. Ouais, mais alors tu sais, ce qui est quand même rassurant, Alors c'est que après, il y a 10 ans, c'était 0%. c'est ça. Enfin, moi, je trouve ça rassurant dans le sens où on critique entre guillemets souvent en mode vieux con sur de toute façon les enfants ils lisent plus, ça les intéresse pas, ils sont que sur des écrans et machin. Bon, finalement 10% c'est pas mal. Un truc qui t'a marqué à fond comme ça, c'est les mecs qui pourraient te répondre j'ai vu X-Men, tu vois. Enfin, J'ai lu un tweet, c'était vachement rigolo. Alors, sorti de ces de ces quelques chiffres, vous en redonnerez d'autres juste après. Une première petite analyse, c'est que de plus en plus les familles ne considèrent plus la bande dessinée comme un sous-genre littéraire. Ça, je pense que c'est une réalité. C'est une lecture exigeante qui demande de la concentration, mais qui en même temps est facile d'accès par l'image. Ce que j'ai trouvé intéressant dans un article des Échos, figurez-vous, comme quoi hein, on n'a pas que des lectures intelligentes, L'écho des savanes. c'est que de plus en plus, les parents sont prêts aussi à tout pour éviter que leurs enfants passent trop de temps devant les écrans, y compris à les mettre devant la bande dessinée. Oh mon Dieu. C'est devenu un pis-aller. C'est devenu un pis-aller. Exactement, c'est devenu un pis-aller. Est-ce que le libraire partage cette analyse? Alors d'abord, je suis pas libraire. Pardon, le bibliothécaire, Le excusez-moi. boucher. Allez. Bah je sais pas quoi te dire, là tu me balances des chiffres, ouais, enfin, c'est quoi la question en fait? et le principe c'est comme il a pas eu le temps de préparer avant, il te fait faire un tour de Ah, table et tu je te veux démerdes dire, avec ce qu'il t'a dit. Là, pour moi, la BD, ça reste quelque chose de facile, a priori facile, mais pas si facile que ça, évidemment. Hein, et je me bats souvent contre le fait, justement, de dire « Ouais, mon gamin, il lit pas. Bon, alors on va commencer par lui faire lire de la BD, ça va l'amener à la vraie lecture. » Ça, c'est... je pense qu'il faut lire de la BD pour la BD et rien d'autre. Donc là-dessus, je m'appuie sur... moi, j'ai fait avec Philippe Thirault et Bruno Duhamel l'adaptation du Père Goriot. Et souvent, quand je suis en dédicace, on me dit « Ah, tiens, le Père Goriot et tout, super, je vais vous le prendre, comme ça, mon gamin, après, il va lire le bouquin. » Et je leur dis « Non, ça, c'est l'adaptation, c'est une BD, c'est le Père Goriot adapté en BD. Voilà, c'est pas ça forcément qui va l'amener à lire le Père Goriot et même à apprécier le Père Goriot, c'est deux choses différentes. Vous voyez, je pense pas qu'il y ait une passerelle d'un média à un autre. Non, je pense pas non plus. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'un adaptateur, comme tu l'as été sur le Père Goriot, ne réalise pas son adaptation en souhaitant que le lecteur... on le fait pour faire une bonne Exactement. bande dessinée, un bon Tout à fait. récit graphique. Voilà. Donc la question était... Parce qu'en fait, il a l'art de nous dire parler, mais il n'y a pas de question. Mais c'est quoi, ça, hein. mais si. Hein, l'archiviste, là... Ouais, mais les archivistes et les bibliothécaires sont des métiers frères, tu le sais. Oui, je sais, mon frère. Alors, quand même, un petit chiffre que j'ai trouvé intéressant, parce que Encore parce que ce chiffre de 8,4 millions d'acheteurs, on le trouve partout. Mais si on le décompose un peu, on a 6,7 millions de personnes qui achètent de la BD européenne, plutôt que franco-belge, disons européenne. 1,8 million qui achètent du manga et 900 000 des comics. Je pense que ça a dont vachement les- J'ai envie de la BD nord-américaine. Dont les Non. X-Men.
Ça a dû vachement bouger, ça, au cours des dernières années, non? Et là c'est des chiffres de janvier 2017. Mais ce qui aurait été peut-être bien, c'est de voir... Janvier 2018, pardon. De voir une évolution par rapport à ces Ouais, chiffres. ça tu vois. j'ai pas. Effectivement, ça j'ai pas. Faudra qu'on invite Xavier Gilbert. Et puis ce que j'avais trouvé aussi intéressant au niveau du marché de la bande dessinée, c'est que les plus gros acheteurs sont des 40-49 ans, puisqu'on a Ils ont les sous. un petit peu plus de moyens, et que 15% des acheteurs de BD dépensent 50% des achats en valeur. Mhm. Donc on a 15% qui sont des gros acheteurs en fait. Très gros acheteurs. Et dans le manga, c'est même encore plus, puisque c'est 26% des acheteurs qui dépensent 78%. Alors ça c'est rigolo comme chiffre parce que justement le manga, tout à l'heure on en parlait, ça voulait être présenté comme étant la BD du pauvre entre guillemets, et notamment du jeune pour le coup. Avec ces chiffres-là, ça tend plutôt à le contredire. Ouais, alors, moi, j'ai pas retrouvé ces chiffres-là dans les enquêtes que j'ai pu lire, très clairement. Le lecteur de manga, l'acheteur de manga, pardon, c'est un acheteur c'est un gars qui va acheter 5 mangas en moyenne par an. C'est pas beaucoup du tout. Ah, c'est plutôt On est sur un achat de 5 mangas en moyenne. Alors, c'est ça, c'est une série. Quoi. Ouais, mais alors, oui et non. Alors ça, je te dirais que tu vois beaucoup de gamins, et c'est un peu ce qu'on faisait nous aussi quand on était gosses. Ils se calent dans les librairies, ils se calent dans les grandes surfaces, et ils bouquinent son truc sur place, oui, quoi. c'est vrai. Tu vois, Scal sur il va scantrad.org. le piquer à la bibliothèque, il va le piquer au Au CDI. CDI, oui, parce que lui, il est accès à mais un il va CDI, pas, pour voilà, le coup. mais il va pas forcément l'acheter, quoi. Non, mais c'est vrai. En tout cas, il va acheter ceux qu'il adore, mais après Ou se faire acheter, il va avoir son truc Ouais. qui se fait acheter à Noël, à l'anniversaire, oui, sur voilà. les conneries, Et après, quoi. le reste, il va le lire sur Internet. Il y a Evelyne qui est en train Alors, de vas-y, chuter un truc. il commence à lire. Tu peux Voilà, parler. non, hein, Alors, c'est- elle me il y a parle, du elle me parle progrès. par pseudo-signe. Oui, Alors, j'essaie voilà. de vous traduire, messieurs, dames. Alors, Il y a du progrès, voici chuchote. le discours d'Evelyne. Il commence à lire, et Ouais. puis, Il commence à lire les tomes qui sont présents au CDI. oui, il Vas-y, commence à lire les prends tomes le qui sont micro, prends le présents au micro qu'on CDI. Je disais, il commence à lire les tomes d'une série que j'ai au CDI. Comme j'arrive pas à suivre sur le plan du budget, ils finissent par acheter tous les tomes qui sortent au fur et Oui, à qui est mesure. complète au fur et à Et ils mesure. complètent et ils les lisent tous. Et ils n'ont pas le début. Mais c'est pas forcément des collectionneurs. Ouais. Non, ils veulent juste connaître l'histoire. C'est pas forcément des collectionneurs. Oui. Après, bon, pour l'exemple du manga, ça sera vraiment un genre populaire quand il sera publié en France comme au Japon. C'est-à-dire dans les gros pavés sur du papier pourri qui coûte que dalle et que tu jettes à la poubelle une fois que tu l'as lu. Alors, là, on arrive exactement à la deuxième partie de ma petite intervention. Et après, t'inquiète pas, il y a une question. Il faut qu'elle soit clairement énoncée. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, toujours issu de mon article des Échos de 2014, vous le retrouverez facilement sur Internet. Ça fait 4 ans quand même. Hein. Ouais, ça fait 4 ans, ouais. C'est vrai. On est sur l'objet, sur le livre objet. Alors, quelques éléments. Un sentiment partagé au niveau des lecteurs de BD européennes, que la bande dessinée est un art. Contrairement à la littérature américaine ou japonaise, où on a un sentiment que c'est un commerce ou une industrie. Donc on se sent un peu au-dessus, enfin le lecteur de BD européenne se sent un peu au-dessus du lecteur de manga ou de comics. J'aurais dit un artisanat plutôt qu'un art. Mais... À Tokyo et à New York, on dessine à la chaîne, alors qu'à Paris ou à Bruxelles, on crée. À la chaîne. Pardon. Enchaîné. Ouais, ça, je pense que c'est encore une espèce de syndrome de supériorité un peu franco-français. Ouais, quand même. je pense aussi. Ça se rencontre encore chez certains professeurs quand ils vous parlent de bande dessinée. Oh oui, faudra un jour que tu nous racontes cette anecdote. Ouais, c'est une anecdote que je garde pour plus tard. Ça. Ah, un peu plus tard. Fin d'émission. Et je vais arrêter de vous suriner avec les chiffres, mais le marché de la BD, donc c'est 12% du marché de l'édition en France, 3% en Espagne, 5% en Italie et 8% aux États-Unis seulement. Et on n'a pas parlé de BD numérique, mais là pour le coup on ne constate absolument pas une explosion de la bande dessinée, où on est aux alentours de 2% du lectorat qui achète de la BD numérique. D'après ce que nous disait Sébastien Sédimon, la BD numérique marche surtout dans tout ce qui est publication un peu universitaire, un peu recherche, pas la bande dessinée mais les publications numériques. Et la bande dessinée numérique est encore un peu à la marge et en train d'essayer de trouver sa place, mais c'est pas encore ça. Mais parce que je pense qu'on perd le contact avec l'objet et qu'aujourd'hui on est très attaché au livre objet. D'ailleurs, 48% sont faits pour offrir, on offre un objet aussi.
Je pense que c'est une question, pour moi, c'est purement une question de support de lecture. Le jour où j'aurai une liseuse légère au format de la bande dessinée, en couleur, avec une bonne qualité d'image, franchement, il y a certains de mes bouquins, je les prendrai en numérique. Hein. Oui. Il y en a, j'achèterai toujours des objets pour certains trucs, mais c'est juste que là, j'ai pas l'objet qui me permet de lire la BD dans les bonnes conditions. Il n'y a pas le support qui permet, genre une tablette un peu souple, qui permet d'avoir un confort de lecture pour la BD. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ça, Excuse-moi, Vas-y, Thierry, pardon, excuse-moi, mon cher excuse-moi, Thierry. Thierry. Excuse-moi, Thierry. Non, mais je t'en prie, Thierry. Donc, le jour où on arrivera à inventer vraiment un support, je ne sais pas lequel, hein, mais où le confort le plaisir de lecture de la BD, on s'y retrouvera dedans. Effectivement, l'objet ne sera, on l'achètera que pour les BD que l'on aime vraiment. Voilà, ce qui est déjà d'ailleurs une tendance, parce que la plupart, l'acheteur moyen, le lecteur moyen, finalement, il n'achète que la BD qu'il aime. Il n'achète pas la BD parce que ça a eu un succès. C'est pas comme le cinéma où on va au cinéma toutes les semaines, par exemple. La BD, c'est quand même un achat. C'est un achat. Donc, on achète vraiment la BD qu'on est sûr d'aimer. C'est comme pour le roman. Je pense que sur le roman, les liseuses font l'affaire. Oui. Que beaucoup de gens y arrivent. C'est très agréable, c'est très confortable, une liseuse, mais parce que le format est adapté à ce qu'on veut lire. Mais en bande dessinée, on n'a pas cet objet qui nous permettrait alors, pour moi, la problématique, elle est là. C'est-à-dire que, regarde ta bibliothèque, tu en parlais tout à l'heure, chaque bande dessinée est sur un format différent. Comment veux-tu avoir un objet qui soit capable de regrouper l'ensemble de ces formats, l'ensemble de l'épaisseur du papier, le tramage? Il y a des choses qui relèvent d'autres choses que du numérique. Et pourtant, tu sais que moi aussi, j'ai mon côté geek, mais là, il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner sur la BD. Autant je vais te dire, ok, pour de la consommation ultra grande quantité, genre manga, je suis d'accord. Éventuellement sur du comics, parce qu'on est sur des formats qui sont très proches les uns des autres, je veux bien. Quand tu es sur de la BD européenne, regarde ta bibliothèque, comment veux-tu avoir un support qui soit capable de fonctionner pour l'ensemble de ce que tu as là-dessus? Alors, c'est pas possible. Là, je pense que ce qui peut être l'effet pervers, justement, si on arrive un jour à inventer... on sera sur une homogénéisation. Voilà, et justement, si ça marche, si ça fonctionne, du coup, la création, un peu comme les revues Spirou, Tintin, où la BD, elle a été très formatée, on arrivera peut-être à un retour au formatage. Que ce soit bien ou mal, j'en sais rien, je sais pas le propos. Mais pour répondre à ta question, peut-être que les auteurs, s'il y a ce support-là qui marche bien, on créera de la BD pour ce support, donc avec un certain formatage. Qui ne changera rien à la qualité, ce qui n'empêchera pas d'avoir l'objet pour moi. Voilà, on est bien d'accord. L'objet hein. restera le côté, le cadeau, le luxe, le truc qu'à la classe, quoi. Oui, dédicacé en plus. Ouais. Monsieur l'archiviste, en fait, la question de départ, c'était pas est-ce que lire de la BD, c'est un truc de feignasse ou pas? Parce que là, du coup, je crois qu'on est parti complètement à côté. Une question en plus, là, en plus, il y avait une question que tu allais nous dire à la fin, j'ai fini, j'ai une vraie question. Oui. Il y a un peu, c'est de l'arnaque, hein, ton truc. On a un chef S-question. Non, je reconnais que c'est un peu de l'arnaque, mais ce qui prouve que finalement, c'était pas une chronique préparée du tout, hein, je te l'avais dit. T'as sorti des chiffres, ça fait toujours très sérieux. Mais surtout, c'est que là, du coup, on lui a dit, tu avais une question. Tu sais qu'on est sur BFM, là. Tu vois, c'était comme quoi la chronique n'est pas très préparée, parce que là, il a toujours pas posé sa question. Mais non, mais du coup, la question, c'est la question d'origine. C'est la question de base. Est-ce que la bande dessinée c'est une lecture de feignasse? Exactement. Bon, on a répondu. Hein. Mais ça va dépendre des bandes dessinées, mais c'est comme pour le roman. Oui. Moi, je vais pas dire que c'est une lecture de feignasse. Pour revenir, et je vais un petit peu utiliser tes chiffres. Clairement, la BD européenne, c'est quand même celle qui marche le mieux. Et comme tu le disais, il y en a une moitié, grosso modo, qui est là pour être offerte. Ça veut donc dire qu'il y a un côté objet plaisir. C'est pas forcément un plaisir forcément facile. On va s'offrir de la bande dessinée, on va connaître la personne en face et on va avoir envie de lui faire passer ce livre-là. Comme pour un roman, tu parlais de roman. On lui offre les pompiers. Ben justement non, voilà, ça dépasse un peu ce cliché-là, je pense. De la même façon qu'on va s'échanger des romans parce qu'ils nous ont plu, on va s'échanger ou offrir des bandes dessinées parce qu'on pense que ça va faire plaisir à cette personne-là. Il y a un choix qui est délibéré, qui est fait dans ce sens-là. Donc je vais pas dire que ça va être de la lecture facile, ne serait-ce que à partir du moment où tu fais la démarche de feuilleter, de chercher, de te renseigner, puis ensuite d'offrir un bouquin, ça veut dire que tu as un minimum, tu t'es penché sur la question, quoi. Donc c'est pas facile. Et je pense aussi, c'est que à partir du moment où quand tu lis une BD, surtout quand t'es gamin et que tu ressens des émotions,
et que tu recherches ces émotions-là, tu peux pas avoir une certaine fainéantise. Moi, je me souviens, il y avait, vous connaissez sûrement le scénariste Greg, qui, pareil, c'était un scénariste qui produisait des BD dans le journal Tintin, notamment Bernard Prince avec Herman, Comanche. C'était des BD qui pourraient passer justement pour de la BD de feignant, c'était des trucs d'aventure avec un héros, etc. Mais il y avait un tel professionnalisme derrière qu'il y avait une âme, et tu pouvais pas dire. J'ai vécu des expériences avec Bernard Prince en lisant la BD Bernard Prince où j'étais soufflé, quoi. Et pourtant c'était de la BD d'aventure toute bête. Ça veut dire que s'il y a un mécanisme qui arrive à générer des émotions derrière, c'est pas un truc qui est fait comme ça à la va-vite et qui est lu à la va-vite. Voilà. Et puis concernant Greg, va dire un Achille Talon, tu vas prendre du vocabulaire. Hein. Oui, aussi. Parce que voilà. waouh. Alors après, ça veut pas dire qu'il y a des produits qui sont faits un peu juste pour ce qu'on appelle le plaisir. Hein, pourquoi pas, mais pour un non-plaisir, si on en a feuilleté un tout à l'heure à table. Hein. Oh, ne soyons pas méchants. Et voilà, et donc tout est dans la diversité, et c'est comme le roman, c'est comme le cinéma. Il y a des choses un peu légères, et puis des choses qui paraissent légères mais qui le sont peut-être pas tant que ça. Non, mais on le sait tous autour de cette table, de toute façon, l'écriture, qu'elle soit scénaristique ou que ce soit l'écriture dessinée, donc ce qui va constituer la bande dessinée est quelque chose d'extrêmement exigeant, parce qu'on est sur une construction historique qui a ses codes et qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, qu'il faut développer, qu'il faut utiliser, qui pour certains ressemble au cinéma, mais qui a ses propres codes aussi spécifiques. Donc il est évident que de toute façon, encore une fois, c'est pour ça que je disais dès l'introduction, on n'est pas sur une écriture, on n'est pas sur une question, pardon, qui était là pour critiquer le travail des auteurs, parce que le travail de l'auteur, là pour le coup, il nécessite cette technicité, cette connaissance, et cette connaissance de ce type d'écriture, comme le disait Chris, la bande dessinée, l'art de la contrebande, mais pour moi ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il faut savoir faire une ellipse. Savoir faire une ellipse, c'est extrêmement compliqué. Et ça veut dire aussi que c'est le lecteur, c'est l'imagination du lecteur qui travaille. Donc entre deux cases. Donc voilà, la question, elle était mon garçon, t'arrives pas à lire un roman, je vais te mettre lis donc une petite bande dessinée. On va faire plus simple. Et c'est loin d'être plus simple. Et voilà. Et c'est exactement. Et c'est loin d'être plus simple. Et puisque j'ai commencé avec des chiffres, je terminerai avec des chiffres. Oh là là. Ouais, mais on est archiviste, on l'est pas, et puis je vous emmerde. C'est ma chronique, j'ai fait ce que je veux. Exactement. Et comme quoi, le lecteur de bande dessinée est un lecteur généraliste et n'est pas qu'un lecteur de bande dessinée. Donc comme quoi, les gars qui ne lisons que de la BD, on fait pas. Et moi aussi malheureusement, on fait pas partie de la moyenne. Mais c'est parce qu'on est exceptionnel. Un lecteur, un acheteur de BD. Un acheteur de BD achète en moyenne 5 albums par an, mais achète également 14 autres livres par an. Dans le livre, il compte quoi ? C'est toujours la question. Hein. Télé loisirs, Grazia. Paris Match, peut-être ? C'est ça. Alors, il considère tout ce qui est livre, c'est-à-dire hors revue. Donc ça va du livre d'art au roman, au livre photo, voilà, mais pas de revue. Le guide Michelin vert pour partir en vacances cet été. C'est un livre, pour le coup, oui, effectivement. Moi, je vais rajouter une petite anecdote. Si je suis revenu à la BD, les gars, c'est grâce à vous, vous le savez. Et si ça m'a accroché, c'est parce que justement, on n'a pas tapé dans Spirou, les tuniques bleues, nous, on continue, Lucky Luke, etc. Voilà, vous continuez votre merde, c'est votre problème. Mais non, voilà, pour le coup, ça, vous m'avez remis le pied à l'étrier à ça en me présentant d'autres choses qui, pour le coup, m'ont bien intéressé, m'ont vraiment plu, et qui m'ont présenté des facettes de la bande dessinée, soit que je ne connaissais pas du tout, soit que je soupçonnais mais que je maîtrisais pas, et pour le coup, ça
c'est ça qui m'a redonné le goût à la bande dessinée aussi. Et c'est une bande dessinée qui vraiment n'est pas de la bande dessinée simpliste. On n'était pas du tout dans la facilité. C'est pas les profs, les pompiers et compagnie, quoi. Non, mais on a une variété en France aujourd'hui qui est assez extraordinaire. Assez extraordinaire, et pour le coup, c'est bien d'en profiter. Et voilà, c'est ça qui m'a redonné. Donc, non, c'est pas de la BD. La BD, c'est pas facile. Voilà, c'est pas la simplicité, c'est pas un truc de feignasse. Par contre, ça a un avantage. Le côté feignasse, moi je vais le retrouver parce que je continue à lire des romans, moi, contrairement à toi, Pierrick. T'as pas d'enfant. Je le repasse. C'est ça, j'ai pas d'enfant. Ouais. Et ta sœur. Déjà, j'ai moi-même. J'en ai 2 et je lis aussi des romans. Ah, tu vois, c'est un truc de dingue. Ça permet d'avoir des histoires courtes. C'est-à-dire qu'un roman, ça me tient pendant X temps. Jours, semaines, etc. La bande dessinée, c'est pas le cas. Voilà, la bande dessinée, elle me prend pas X semaines à être lue, quoi. Ouais, enfin, quand t'es dans une série manga en 76 tomes. Oui, bien sûr. Mais globalement, tu arrives à avoir un arc ou des choses comme ça qui sont contenus en termes de temps. Voilà, tu peux avoir aussi pas mal de one-shot ou des bouquins qui se font en 2 tomes. Et tu arrives à avoir une histoire où en termes de temps de lecture, ça reste assez contenu. Un petit peu comme un épisode de série. Tu vas le voir en 40 minutes, boum, c'est torché, tu ne mets pas 2h30 de film, quoi. Voilà. Le côté peut-être feignasse, il est peut-être là. Gestion du temps. Alors moi, je précise juste une chose pour défendre mes chers collègues, parce qu'on a tendance à faire une hiérarchie avec la bande dessinée dite gros nez et la bande dessinée sérieuse. Non, pour moi, la bande dessinée gros nez, comme tu as cité, mon cher Thierry, n'est pas une bande dessinée bas de gamme, loin de là. Voilà. C'est de la boutade, hein. C'est de la boutade. Ouais, Non, c'est la boutade, mais tu le penses quand même. On sait que c'est derrière tes oreilles, toi. C'est là, ça y est. L'idée est là. Tu devrais retirer ce que tu as dit et t'excuser auprès de mes collègues qui font de la bande dessinée gros nez. Pardon, messieurs Grenet. Voilà. Bon, mais justement, je crois que ça va être le moment où on a fini l'émission, c'est ça? On peut se barrer? Ouais, ou on laisse parler Isaac ou... Je sais pas, il a déjà beaucoup trop dit ce soir, je pense. Ouais, attends, je lance un jingle. Ouais, fais vite, il est tard, là. Et les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, des meilleurs décors et de la meilleure musique sont attribués à Le grand méchant renard. Water, la forme de l'eau, de Guillermo del Toro. Comment ne pas évoquer ce film qui a fait un carton aux derniers Oscars, mais qui a fait également un carton au Golden Globe, avec meilleur réalisateur et meilleure musique, qui a également eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Bref, qui a été aussi attaqué pour plagiat 2 fois. Et... C'est ça. Non. Qui, malgré tout ça, bah oui, il y a Monsieur Jeunet qui a pas été content. Il n'y a pas que lui. Il y a pas que lui. Oui. Et bon, justement, tu confirmes ce que j'allais dire par la suite, c'est-à-dire qu'il a quand même pas tout à fait l'unanimité autour de lui. D'une part autour des critiques cinéma, mais aussi au niveau des histoires de plagiat. C'est dingue ça, hein. Tous les trucs qui cartonnent et ils finissent par être accusés de plagiat. Peut-être qu'à un moment donné, le cinéma tourne en rond. En même temps, plagiat, forme de l'eau, non, enfin bon. Donc je dois vous avouer que je ne suis pas du tout un fan inconditionnel de Guillermo del Toro. De manière générale, j'aime bien sa patte esthétique. Il faut avouer quand même qu'il essaye de faire quelque chose qui lui ressemble. Il a une marque de fabrique. T'aimes pas les gros mécas? À voir. Il faut regarder Les Chines du Diable de Guillermo del Toro. Le labyrinthe les films, de Pan, c'est un chef-d'œuvre. Ben moi, je suis pas d'accord avec le labyrinthe de c'est Pan. un tu vois. chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre pour moi. Oui. Un chef-d'œuvre. Attention, on est côte à côte. Hein. Dis-moi, Les auditeurs ne nous voient pas, mais on est côte à côte. On parlait de René tout à l'heure, tu fais non, et voilà, vient de Pan non plus. Ça va saigner. Donc bref, voilà, j'aime aussi le fait qu'il prenne des partis pris forts, même quand ça me plaît pas. J'aime son mélange de contexte historique, ça pour le coup, toi ça doit te plaire, Thierry, et de fantastique. Voilà. Il y a vraiment. Il a fait ça dans Blade 2. Alors on parle de Guillermo del Toro, soyons larges. C'est ça, l'art de remuer le couteau dans la chef-d'œuvre. Là, pour le coup, c'est un double chef-d'œuvre. Hein. Voilà. Ça dépend à quel moment tu le regardes. Ah oui, non, il faut être à 2 grammes 12, oui, 12 grammes. Bref. Mais bon, voilà. Souvent, j'ai un problème avec sa narration. Je trouve ça un petit peu brouillon. Il se perd dans la qualité des images, dans la qualité esthétique, ou en tout cas la recherche d'esthétique, ou même parfois dans la musique. Avec un petit peu de plagiat aussi au passage parfois. Mathieu s'amuse avec son micro laser, c'est magique. Et donc tout ça au détriment d'une certaine cohérence scénaristique, au détriment d'une lisibilité du scénario pour le public. Donc voilà, bref,
si je devais résumer mon avis pour les simples d'esprit, de bonnes idées, mais il en fait un peu des caisses. Pour rappel, c'est quand même ce monsieur qui a sévi donc au-delà de Blade 2, aussi dans Pacific Rim. Voilà. Il a fait aussi les Hellboy. Oui. Yes. Voilà. Cool. Mais bon, il a aussi fait le diptyque Échine du diable, labyrinthe de Pan, Qui déchire sa mère. sur la guerre, donc, enfin l'après-guerre d'Espagne. Oui. L'Échine du diable, oui. Le labyrinthe de Pan, personnellement, Oui. non. Si. Voilà. Chronos aussi. Absolument. Que je n'ai pas vu celui-là, mais lui pour le coup est bien critiqué. Voilà, moi je peux pas être unanime et je suis un peu comme la critique. J'arrive pas à être totalement d'accord. Pas que sa série The Strain est bien aussi. Pas vu. Crimson Peak aussi, pareil que c'est pas mal. Bref. Bon, et donc, du coup, la forme- pourquoi vous la parlez forme de de tout l'eau. ça? Parce que depuis le début, je vous le trash un peu, je vous le casse un peu en deux. Donc pourquoi vous parlez de ce film? Pourquoi vous parlez de ce réalisateur? Parce que pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur Del Toro que j'ai jamais vu. Donc du coup, ça me donne quand même envie de vous en parler. Certes, donc comme je le disais, j'ai raté Crimson Peak. Ça veut pas dire qu'il est bien. C'est un film nul, mais c'est quand même le meilleur. Donc, bon, Je voilà, laisse je vais essayer le de vous donner envie d'en parler. J'ai vu tous les films de Schwarzenegger et franchement, là, je suis tombé sur le meilleur de Franchement, tous. c'est le meilleur, Schwarzenegger. Ok. Ok, Babysitter. Ouais. Last Action Hero. C'est pas faux. Donc voilà, donc bref, il n'est pas parfait non plus ce film, mais je trouve qu'il mérite quand même qu'on s'y attarde. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait s'y attarder? Tout d'abord pour l'affiche. Ou plutôt les affiches. Mais quand t'es au cinéma, quand t'es enfin regarder les films, tu vois plus l'affiche. Ouais. Ben moi, c'est le premier contact que j'ai eu avec le film. Je suis allé voir, je ne sais plus quel autre truc. Ah oui, si, j'étais allé voir justement Five Guys. Nagasawa. Truc sur la lumière C'est avec passionnant, le photographe ta vie. avec- Ah oui, le truc, oui. Bon, bref, qui était très bien que j'avais chroniqué. Et ben moi, c'est l'affiche immense à Aix, là, au Renoir, quand on descend les escaliers. Boum, je me la suis pris de face et waouh. T'es plein, j'espère. Merci Pierrick. Voilà, voilà, ça m'a touché. C'est une espèce de truc crayonné ou en photogravure là. Enfin, c'est des coloris, des dessins, mouvements, l'eau, tout ça. Top. Bref, les autres affiches sont aussi très jolies, plus numériques ou plus réalistes. Tout ça, c'est très beau. Et moi, ça m'a donné envie. Je pense que l'affiche, c'est un peu son job. C'est être un peu la vitrine. C'est un peu comme la couve sur une bande dessinée. Il faut qu'à un moment donné, il y a un truc aussi qui appelle. Le côté vitrine, pour moi, a très bien fonctionné. Ensuite, forcément, on va parler de l'histoire. Il s'est bien entouré, le Kiki. Attention, hein. Il s'est bien entouré. Puisqu'il a coécrit le scénario avec Vanessa Taylor, qui a écrit Divergente, enfin le scénario du film Divergente. Mais elle a surtout écrit... Et 10, c'est beaucoup. Et Divergente, c'est beaucoup. Merci, Pierrick. Oui, il fallait que je fasse le sous-titre, hein, parce qu'elle était tellement bonne. Mais bon, cette jeune femme a également écrit une vingtaine d'épisodes de Game of Thrones. Ah bon. C'est Voilà. mieux que Divergente quand même. C'est ça. Quand on... C'est laquelle tu nous parlais? Celle en bas à gauche. En bas à gauche. D'accord, excusez-moi. Là, quand, C'est très audio ça. Ouais, monte à la ouais, c'est bien pour les podcasts. Ça. Ah, C'est mais bien. je C'est demande- des mots blancs dans la C'est chronique. du James Dean, non? C'est du James Dean, non? On dirait. Ah ouais, magnifique affiche. Hein. Voilà. Enfin, moi, C'est frustrant pour ceux qui nous écoutent. Mais- Mais, là, dit- c'est une belle affiche. Graphiquement, on dirait du James Dean. Voilà, mais Donc, bref, très grand auteur de BD. Pierrick la mettra en ligne Ouais. lors de la présentation de Ouais, l'émission. on verra. Passe la bande-annonce, là. Passe la bande-annonce. Donc voilà, bref, 20 épisodes de Game of Thrones, vu la complexité du scénario, il faut quand même s'accrocher. Donc cette jeune femme a coécrit le scénario. Je confirme que c'est James Dean à la couverture. Et donc Merci, ça, en fait, voir Cover artiste sur Fabulous. une meuf en train d'embrasser un profond, ça t'a fait kiffer, quoi. Ok. Non mais ça Ça vient va. de réussir à raccrocher sa chronique à la BD quand même. hein. Elle a Bordel. Elle a pécho, la meuf. Bravo. Elle a grave pécho. Elle a pécho le poisson. Elle a grave pécho le poulpe. Alors je vais vous faire quand même un petit synopsis du film, hein, voilà, puisqu'on parle de C'est le l'histoire. fantasme de la tentacule, ça, qu'est-ce que tu veux. Ah On oui. peut pas lutter. hein. Et quand t'as tentacule, voilà. On est en 1962, on est aux États-Unis. Oui, celle-ci Ah, aussi c'est mon est année de très jolie. naissance. Oui, absolument. Mais on n'est pas à Châteaubriand, on est aux mince. États-Unis. Ah, zut. On est en pleine guerre froide. On va suivre Elisa Esposito, qui est jouée par Sally Hawkins, qui travaille comme femme de ménage dans un laboratoire secret où est retenue prisonnière donc la fameuse créature qui est sur l'affiche, une créature amphibie qui a été ramenée d'une rivière d'Amazonie et là-bas elle était considérée comme un dieu vivant et qui est jouée par Doug Jones. On reviendra sur Doug Jones un petit peu plus tard. Et donc sur cette créature sont menés C'est un acteur dont tout le monde connaît le visage. Oui. ouais, enfin surtout le maquillage. Ouais. Oui. Et donc
l'armée américaine effectue tout un tas d'expériences sur cette créature. On a droit également à un scientifique agent double communiste qui est joué par un Michael Stuhlbarg, qui est fasciné par ce monstre, et notamment par la relation de ce monstre avec la femme de ménage. Et il a un chef au-dessus de lui. Et oui. Dit comme ça fait pas très vendeur en Ça fait. fait pas Ça fait un peu un plan voyeur malsain quand même. Ouais, voyeur zoophile, monstruophile, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. En fait, elle se sert de l'eau du bassin pour faire le ménage. C'est ça. Et le balai, il était où? Oui. Oui. Donc on a également droit à un grand méchant qui est joué par Michael Shannon. Très bon acteur. Très bon acteur. Pour jouer les méchants, en tout cas, c'est un très bon acteur. Oui. Et qui ne voit en ce monstre qu'une espèce d'aberration de la nature qu'il faut dominer. Et on a donc une relation étrange qui se noue entre Elisa, qui, en plus d'être femme de ménage dans une base secrète, machin, et qui tombe amoureuse de la créature, elle est muette en plus. En même temps, les poissons, ça parle pas beaucoup, non? Justement, c'est ce qui crée le lien premier, et elle, du coup, elle se voit supprimer son handicap, puisque... Et oui, forcément, ça aide. Et donc, il y a une relation d'amitié, d'empathie, et puis d'amour qui va se créer entre ces deux protagonistes. Et avec l'aide de son voisin, alors là aussi on est dans les stéréotypes, un vieil illustrateur qui est homosexuel et qui est sur le déclin. Alors c'est pas le côté homosexuel qui est sur le déclin, quoique, mais plutôt le côté illustrateur. Et donc Elisa décide de libérer la créature, et donc elle va se faire aider par cet ami-là. Elle ignore l'ampleur des dégâts que ça va causer, tant Et pour on elle veut que l'ignorer, pour, nous, parce qu'on n'a pas vu le film. Voilà, donc je vais éviter de spoiler si de temps en temps. Il a déjà raconté la moitié du film quand même. Ouais, mais jusqu'à présent, ça va. Non, Faut pas je suis resté sur les bases qui sont officielles. Rien de plus que ce qui est montré dans la bande-annonce. Alors, c'est une grosse partie de pêche, voilà. Ça va pécho. Donc comme on peut le voir, la thématique centrale, c'est donc une histoire d'amour impossible, un truc un peu classique entre... La Belle et la Bête inversée. Exactement. Enfin, pas inversée d'ailleurs. Non, pas... non. Alors oui, mais sauf que la bête est toujours aussi monstrueuse, mais par contre, elle n'est pas en position dominante dans son château, etc. Alors que... Et la Belle n'est pas si belle que ça, puisqu'on est en version femme de ménage muette quand même. Enfin, Donc, la bête... on est un peu sur des schémas Attention, décalés. attention. Oui, je suis d'accord. Attention. Attention à ce que tu dis. Hein. Chemin glissant, le handicap. On verse plus sur le versant frics pauvre que sur le versant on a des belles robes et on est la plus belle de la création, tu vois. Oui, mais... ton cas, Thierry, attention. Mais du coup, ta bête, elle n'a pas d'espoir de rédemption, quoi. Elle a pas une sorte de malédiction qui fera que si tu l'embrasses, elle va d'un coup se retrouver. Non, mais en fait, Mais on veut pas savoir. elle est pas En fait, monstrueuse. On veut pas savoir, on s'en fout, hein. Elle est pas monstrueuse parce que c'est juste qu'elle est comme ça, quoi. Enfin, c'est pas la bête qui a eu un accident, tu vois. Elle a pas pris un bus de face, quoi. C'est juste qu'elle est comme ça. Mais s'ils tombent amoureux, ils peuvent coucher ensemble. Alors, est-ce que tu veux est-ce que tu veux une réponse ou est-ce que je spoil ou est-ce que je ne spoil pas? Non. Alors ne pose pas des questions auxquelles tu ne veux pas avoir la réponse. Si, il faut quand même que nos auditeurs soient informés de la question. Bouchez-vous les oreilles. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du cul. Voilà. Ah, ils se sont calmés les deux là, d'un coup, hein, voilà, c'est bien. Donc bref, au-delà Et que c'est humide. Merci, la forme de l'eau, super. D'ailleurs, quasiment dans chaque plan, on a de l'eau. Ça, c'est un truc à savoir. Oui. C'est super important. Personne n'a demandé si ça sentait l'amoureux, c'est bon, tu peux avancer. Oh, la chronique. Ok, vas-y, continue, vas-y. Donc la forme de l'eau. Donc on a quand même d'autres thématiques, mis à part cette simple amourette. On a bien sûr la place des minorités. Vous avez commencé à l'ébaucher en essayant de m'égratigner. Les poissons. Faut avouer que les poissons sont rarement représentés à l'écran. C'est ça, la taille des aquariums pour les créatures en captivité. On n'en parle pas assez souvent. Bienvenue à Marineland. Le poisson rouge dans son bocal. C'est horrible de faire une chronique avec vous. Vous avez été pire que pire. Hein. Donc bref, on a les hispanos, on a également la communauté noire, puisque la meilleure amie et collègue de travail d'Elisa est jouée par une actrice noire et légèrement obèse. Attention, on cumule un peu. Son mari est dans le stéréotype aussi du macho, moitié handicapé, du dos, etc. On a donc les homosexuels avec le voisin d'Elisa. L'illustrateur, quand même. Hein. Oui, c'est une minorité. C'est une minorité, les illustrateurs. Le handicap, puisque notre héroïne est muette, etc. Donc voilà. On a aussi, comme autre thématique, la belle image d'Épinal de la famille blanche américaine bien pensante. Wasp. C'est ça, exactement. Les Wasp, qui La là, part pour de le coup, sont Mexicains, représentés par Michael Shannon. Comme d'habitude, d'ailleurs. Qui, lui, voilà...
Bon, le côté très blanc, il Oui, aime bien. toujours. Ouais. Il représente cette image-là, il la revendique et on le montre dans sa famille d'ailleurs. On le montre aller acheter une voiture. Enfin, je veux dire, c'est une thématique qui est pas simplement là un peu derrière. On la montre. Elle est clairement Et définie. ça se passe à vendredi, ils doivent manger du poisson. Absolument. C'est ça. Ah bah oui, il faut respecter les règles. Mais non, c'est Shabbat. Non, il n'est pas juif. Ah, il manque une minorité. Donc voilà, bref, il doit avoir absolument un joli pavillon en banlieue, une voiture dernier cri, Un bocal. qui est donc son symbole de réussite, et l'électroménager 2 pointes également pour madame. Là aussi, Commandé on est par un petit Google. peu dans les... Non, pas Non, les... Non, 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 pas les non, là, potes. on a des vendeurs à l'ancienne. Ah pour oui, le c'est vrai. coup. Et bien sûr, autre thématique très présente, l'espionnage. L'anticommunisme ambiant, mais bien marqué, bien fort, et qui vient créer un climat bien pourri, bien délétère dans l'ensemble du film. Bref, voilà, donc c'est un film qui se lit à plusieurs niveaux. Ça reste quand même un divertissement. On est sur quelque chose qui peut se lire de façon un peu légère. Je vais pas reprendre la comparaison avec Amélie Poulain, ça a été largement débattu dans les médias. Mais effectivement, le début du film, on peut pas le manquer. Voilà. Entre la musique, les images, la façon dont c'est présenté. Ah, c'est ça le plagiat, c'est Amélie Poulain? Ouais. Non. Si. Mais alors, c'est pour ça que c'est du Amélie Poulain Frix. Pourtant, c'est Audrey Tautou, c'est pas un ton. Et donc, alors la suite, tout de suite. Waouh. Donc voilà. C'est vrai que l'humour, c'est un travail. Non mais lui il écrit les scénarios, il les parle pas. C'est pas possible, il peut pas. Donc voilà, on a plein de thématiques qui sont abordées dans ce film. Ensuite, on pourra parler donc des acteurs. On a parlé donc de Michael Shannon, qui est excellent, qui joue aussi l'inspecteur dans Nocturnal Animals, où il est absolument génial. Le général Zod dans Superman pour ceux qui visualisent un petit peu plus. Et il se montre à la fois, comme souvent, de cette espèce de froideur. Il porte ça sur le visage. C'est son faciès, il a aussi cette stature physiquement, une forme de détermination hors norme dans le film qu'il arrive très bien à retranscrire. On a bien sûr l'actrice Sally Hawkins, ni belle ni pas belle, elle peut être très charmante, elle a un très joli corps, mais elle a pas un visage extrêmement gracieux pour autant dans le film, quasiment pas maquillée, pas forcément très bien habillée, elle joue cette espèce de femme normale, qui peut avoir du charme, mais qui... On peut comprendre aussi qu'elle n'est pas particulièrement attirante, quoi. Voilà, cette espèce de normalité. Elle la joue super bien. C'est très bien, c'est très fort. Elle est à la fois capable de montrer ce côté très renfermé, très timide, et à l'inverse, quand elle a besoin de prendre des décisions, de taper du poing sur la table, de se montrer, mais aussi de montrer sa sexualité, de montrer son désir, de montrer son intimité. C'est une vieille fille, mais sauf que c'est pas une vieille fille qui se couche avec un chandail sur la tronche, quoi. Oui, elle a des désirs et oui, elle a envie de cul, quoi. Pour faire simple. C'est de ce point de vue-là, c'est assez réaliste. Et ça explique aussi le reste de l'histoire, l'amourette. Et on met pas du coup l'amourette avec du fluo rose un peu partout et des petits poneys et des licornes. On est dans quelque chose d'un peu plus réel, d'un peu plus charnel aussi. Et puis, on a Doug Jones. Donc, Pied, un petit topo sur Doug Jones. Alors, Doug Jones, c'est un acteur dont le visage n'est pas très connu parce que c'est un spécialiste du maquillage. Doug Jones, il joue, j'ai oublié le nom du personnage amphibien dans Hellboy déjà. Eh bien, il joue Abe dans Hellboy. Voilà. C'est lui qui joue le même personnage. Abe Sapiens dans Hellboy. Il est aussi connu pour avoir joué dans d'autres films de Guillermo del Toro. Hein. Il joue aussi. Il joue dans Labyrinthe de Pan, c'est lui qui joue le faune. Le faune, voilà. Et aussi la créature avec les mains, avec les yeux dans les mains. Il joue dans Star Trek Discovery. C'est Saru. Voilà, Saru. Et donc, il joue le Silver Surfer aussi. Oui, il est vraiment le mec connu, pas pour son visage, mais c'est un gars qui, je sais pas, il doit avoir une capacité à accepter les maquillages chiants très forte. C'est son kiff. Apparemment, c'est son kiff. Et en fait, c'est vrai qu'il arrive surtout, je trouve, moi, dans tous ces rôles-là, que les films soient bons ou pas, mais en tout cas dans ces rôles, à donner beaucoup de... malgré la tonne de maquillage qu'il peut avoir sur la gueule, il arrive à donner de l'humanité, à rendre... Enfin, de l'humanité ou de... Voilà, il arrive à jouer malgré tout ça parce que il joue beaucoup avec son corps. Alors j'ai vu qu'il a joué des contorsionnistes, des mimes, des trucs comme ça dans d'autres trucs. Donc le gars doit avoir une formation vraiment autour du. C'est un excellent danseur. Voilà, du corps et compagnie. Et c'est un acteur qui est très bon. Et c'est vrai que dans Star Trek Discovery, pour le coup, qu'on a vu récemment, il a pour le coup un rôle qui est important et qui est sur un peu central et sur le long terme de la série. On voit vraiment la palette d'émotions qu'il peut avoir. Star Trek Discovery, c'est la série, c'est ça? La série qui est sur Netflix. Oui. Très bonne série. Alors pour l'anecdote, il aurait dû jouer dans Bilbo.
à l'époque où Bilbo devait être tourné par Guillermo. Et il aurait dû jouer l'elfe Thranduil. Oui, il aurait pu très bien faire. Il aurait pu très bien le faire. Très grand, très mince. Très grand, très mince, exactement, ça pouvait très bien le faire. Donc voilà, en ce qui concerne les acteurs, le casting a été très bon, je vais rester que sur eux, on aurait pu parler justement de la collègue Black, d'Elisa, etc. Bref, le casting est vraiment très bien choisi. On va parler musique. Alexandre Desplat. Oui, ne regarde pas comme La ça. France. Voilà, là c'est la France, messieurs, dames. Oui. On a monsieur multi-récompensé pour De Grande Budapest Hotel, pour De battre mon cœur s'est arrêté, De rouiller d'os, Ghostwriter, Discours d'un roi, etc. etc. Monsieur est un habitué des palmarès et des petits trophées à mettre sur la cheminée de marbre. T'as vu Rogue One aussi Rogue One n'est pas entier, je crois qu'il y a eu un moment où il a arrêté. Je ne sais pas. The Artist, très belle musique quand même. The Artist. C'est lui, non The Artist. Ah, il me semble. Je sais Ou pas. alors je dis une bêtise, mais il me semble. Je sais pas. Je pourrais pas te Allez, dire regarde ni, sur ni, Google. ni oui ni non. Allez, c'est votre job. Google. Donc bref, c'est un compositeur français. Il a fait la comme on a Céline bien Marseille. compris. Merci. Moi, j'aurais dit qu'il a réussi à s'inspirer des bons éléments d'Amélie Poulain pour poser le cadre au départ, pour planter le décor au démarrage du film, mais en sachant très vite s'en détacher pour donner la tonalité générale du film. Je trouve qu'il a gagné du temps, il a pris une espèce de raccourci comme ça, aussi bien au niveau visuel côté réalisateur que côté sonore côté Desplat, qui sert vraiment le propos. Ça a permis de tout de suite poser des choses dans la présentation du film et des Pour être personnages. clair, il y a un truc que t'as pas aimé ou pas? Oui. Attends 2 secondes, on en revient à la fin. Ah non. Le dénouement. Il va nous raconter le dénouement qu'il a pas aimé du tout. Donc pour moi les références, et alors pour certains c'est du plagiat pour Jeunet et Yann Tiersen, pour moi ça marche. Pour moi c'est pas du plagiat. Voilà. Et c'est sur la musique alors le plagiat, c'est ça? Notamment. Et l'esthétique, comme je disais, la façon dont c'est filmé au démarrage du film, quand tu iras le voir ou quand tu le verras, le D'accord. voir, c'est maintenant ça au cinéma, c'est peut-être un peu compliqué, je sais pas s'il y a encore des séances, mais Si, oui, il y en a encore. On verra. Ça fait un petit moment quand même qu'il est Non, sorti. mais t'inquiète. Allez Je vite. vais me débrouiller. Après, on pourrait parler de l'esthétique. On a parlé de l'esthétique côté affiche, mais l'esthétique tout au long du film, c'est extrêmement léché, c'est extrêmement travaillé. J'en ai parlé en introduction tout à l'heure. C'est quelque chose qui tient à cœur à Guillermo del Toro. Le choix des couleurs, la présence quasi permanente d'eau tout au long du film, on est vraiment dans la thématique. Les cadrages, top. Voilà, on est sur des choses qui sont très très cadrées, très très près pour les sentiments, pour les sensations. Le jeu des acteurs du coup est vraiment bien rendu. Le choix des décors également. Il y a eu un Oscar pour les décors, ça il sort pas de nulle part. C'est extrêmement bien foutu. Les 2 appartements, que ce soit celui d'Elisa ou de son voisin, le petit vieux là, c'est très très beau, c'est très très bien foutu. Celui du vieux dessinateur, moi m'a beaucoup plu. On dirait une caricature, c'est un dessin de lieu de pose pour modèle à croquer. Il y a le bon canapé qui va bien, il y a le bon petit chevalet, il y a la bonne lumière. C'est très studio, très années 50. J'aime beaucoup. Côté référence, côté hommage, côté plagiat, ça dépend qui dit quoi. Il y a beaucoup de références. Bien sûr, celle qui saute aux yeux, c'est la créature du lac noir. Ah oui. Ouais, mais enfin c'est Monster of the Black Lagoon. C'est un hommage. Voilà. Oui, voilà. Là on est clairement sur l'hommage. On est sur, Alors là où j'ai un petit bémol pour revenir sur ce que tu disais, c'est justement encore une fois le costume de la créature. Moi je veux bien qu'on rende hommage, je veux bien aimer le cinéma des années 50, je veux bien qu'il rende hommage au cinéma des années 50. Maintenant, on est quand même en 2018. Avoir des costumes qui sentent un peu le plastique, c'est... Voilà. Honnêtement, il y a des moments, en fonction de comment c'est foutu, de l'éclairage, du machin, du bidule, je m'attendais à voir une fermeture éclair, quoi. C'est un petit peu dérangeant. Voilà. Moi, à mon sens, c'est un petit peu dérangeant. Deuxième chose qui m'a dérangé, c'est quand j'ai lu une interview de Del Toro où il disait qu'il avait demandé à ses équipes que le costume ne ressemble surtout pas à celui d'Abe Sapiens dans Hellboy et qu'il ne ressemble surtout pas à la créature du Black Lagoon. Et là, je suis non mais tu te fous de la gueule du monde, mon coco, parce que si tu as accepté ce qu'on t'a fourni, soit les mecs ils ont pas compris quand t'as parlé, soit t'étais à la bourre et t'as quand même accepté, mais à un moment donné il y a un souci parce que je vais pas dire que c'est les mêmes. Mais quand même quoi, c'est cousin cousine hein. Ouais, voilà, que lui il vit en Amazonie alors que... c'est super proche.
Donc voilà, donc après on pourrait encore trouver d'autres similitudes, bien sûr dans les thématiques, Labyrinthe de Pan, Hellboy, on est sur des choses qui sont assez proches dans ce qu'il fait habituellement, dans les couleurs, dans l'ambiance, les effets de vignettage aussi, ce côté un petit peu assombri sur les pourtours de l'image, ça aussi ça renforce l'ambiance années 50. Parce que justement les appareils de tournage ou de photographie n'avaient pas la qualité optique d'aujourd'hui et du coup avaient cet effet de vignettage assez prononcé, chose qu'on retrouve assez souvent dans les plans, notamment les plans un peu plus amoureux, on va dire. C'était un petit peu sa une petite marque esthétique qu'il a trouvée. On pourrait parler, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, de La Belle et la Bête. Bref, il y a plein de références. Bref, pour moi, dans ce film, il y a une douce nostalgie qui s'en échappe. On en ressort avec un petit sourire aux lèvres, parce moi j'ai bien aimé l'histoire d'amour, qui est bien ancrée dans un écrin cohérent, fantastique, voilà. Et finalement, si on a conservé un petit peu d'âme d'enfant, et même si on n'apprécie pas forcément Guillermo del Toro à la base, ça marche. Jetez-vous sur le cinéma, sur la VOD quand ça sortira, ou sur les Blu-ray. L'avantage, c'est que quand t'accouches d'un tétard, ça glisse tout seul. Ce sera le mot de la fin. Non, pas totalement, mais en fait, juste pour vous donner en fait, le deuxième plagiat, c'est par rapport à une pièce des années 60, c'est de Paul Zindel, qui est donc une pièce où donc, on a une femme de ménage qui travaille dans un laboratoire secret, qui est assez timide, et qui en fait va avoir une amourette avec un dauphin, qui est avec lequel on travaille dans ce laboratoire secret. Voilà le pitch de départ de la pièce de théâtre des années 60, et forcément la famille de Zindel dit que c'est quand même un petit peu très proche. Voilà, c'était juste pour vous donner le deuxième plagiat, mais la Fox a dit qu'elle était ouverte à la discussion avec la famille de Zindel. Voilà. Ouverte à la signature sur un chèque, c'est ça ? Elle est ouverte à la discussion. Enfin là, on a un bouquin qui s'appelle Chère créature à lire en BD, et c'est l'histoire d'un profond qui tombe amoureux de quelqu'un. Oui, non, donc, mais c'est déjà arrivé dans les histoires de Lovecraft que les profonds soient un peu amoureux de quelqu'un. Donc bon. Voilà. C'est pas nouveau. Après, en même temps, des histoires on est dans une base secrète des États-Unis pendant la guerre froide, forcément, un personnage qui va pouvoir sortir du lot, ça va être un petit peu la femme de ménage, le médecin de la base. Enfin, il y a des choses, c'est un peu normal, je veux dire. Quand tu veux ancrer ton personnage. Film années 60, un personnage qui sort de l'ordinaire, c'est une femme de ménage ? Non, on n'a pas regardé le même cinéma dans les années 60 alors. Dans une base secrète des États-Unis pendant la guerre froide, un personnage qui va être en dehors de la hiérarchie de l'armée, tu vas pas avoir 1 milliard d'autres personnes qui vont bosser sur une base de l'armée, quoi. C'est le mec qui amène les rouleaux PQ. En fait, c'est la femme de ménage qui amène les rouleaux PQ. Ah, c'est. Non, parce qu'elle a pas le permis. Le permis PQ ? Non. Enfin bon, on va donc clore cette splash qui a quand même duré 24h12, on a tenu. Ouais, c'était un peu les 24 heures de la splash en fait. Merci à tous nos invités d'être venus. Splash, la forme de l'eau. Thierry, si on veut suivre un peu ton actualité et des nouvelles, est-ce qu'il y a un endroit privilégié sur Internet ? J'ai un Facebook. Il a un profil. Un profil. Ah pardon, l'autre. Un profil Facebook. Mais voilà. Après, oui, sur le site de Glénat, voilà, rien d'autre. Sinon, il y a le site internet de ma classe aussi. C'est fatigant ce soir. Vous m'avez pourri ma chronique et en plus le mec qui se permet de râler. Je crois que tu es la chronique la moins pourrie de la soirée. Ça c'est parce que je l'ai écrite. On avait trop envie que tu finisses. Donc vas-y. On a pourri toutes les chroniques en fait. Je crois. Et on peut dire dans quelle bibliothèque tu bosses ou pas du tout ? Aussi à Port-de-Bouc, médiathèque Port-de-Bouc, Maurice Vian. Voilà. Si demain ils sont 15 000 à venir, ce sera de ta faute, Jérôme. Hein. Ouais. Ce sera pas diffusé demain, donc t'as de la chance. Bon, ça va. Tu auras un petit délai, tu pourras te préparer, sortir les chaises. Ouais, trop bien. Donc merci donc, en tout cas à nos deux invités, même si l'un était plus bavard que l'autre. Merci en tout cas à Evelyne pour être notre première adhérente à l'association. Donc vous pouvez toujours nous suivre donc sur La Voix des Bulles. N'hésitez pas à nous donner vos avis, à faire des votes sur je sais plus quoi, iTunes il me semble. Ouais, sur iTunes vous mettez des étoiles. Et sur d'autres, tout ce qu'il y a des classements de podcasts, si vous pouvez dire qu'on est trop bien, c'est tout ce qu'on vous demande, même si vous le pensez pas, vous avez le droit. Je suis obligé moi aussi. Si t'as envie, c'est cool. Ouais. Par contre, si vous voulez faire du dégrèvement d'impôts, vous pouvez aussi faire du Tipeee. Ça fait un peu comme une sorte de mécénat. À partir d'une certaine somme, vous récupérez 60%. Non, pas du tout, mais c'est de l'argent. C'est du pipotage. Voilà. Oui, c'est du pipotage. Bon, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller retourner sur le site de La Voix des Bulles et aller écouter nos chroniques concernant les bouquins de Thierry Lamy, donc notamment À l'Ouest, Skreling ou d'autres.
Parce que on n'en dit pas du mal en plus, je crois. Hein, je sais plus. C'est du même tonneau que la chronique de Thierry, là. Mais c'est de la merde. Sur les trucs gros nez, oui. Mais Oui. pareil, voilà. À moi les gros nez. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci à tous et puis à bientôt pour avoir des nouveaux invités. On ne sait pas encore qui c'est. C'est un secret. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Puts him back with a show. A promotion, that's a good job. And Johnny is rich it up. Days where he finishes this